bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de participer à cette conférence. Quelques petits mots en préambule à l'intervention la plus importante de la journée, parce que M. Carès s'est croisé tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps vraiment d'échanger, mais vous venez nous apporter de l'information. Je pense que ce sera aussi un moment d'échange. Il n'y aura pas que de l'information descendante, mais il y aura des échanges. Alors, M. Vacarès, mais aussi nous avons la présence, certains d'entre vous ont déjà rencontré M. Pereira dans les jours qui ont précédé, voire les jours qui vont venir. Il y aura des échanges et des travaux vont continuer justement avec M. Pereira. Bon, alors moi je voudrais quand même, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, repositionner, resituer un petit peu cette conférence par rapport à notre Greta. Alors certains vont dire que je radote, que je me répète, mais il me semble que c'est la répétition qui fait aussi l'information et qui finit par permettre à tous d'être au même niveau d'information et surtout d'avoir la même politique que pour notre Greta. Alors, il y a maintenant une bonne année que nous nous sommes restructurés, que nous avançons dans un Greta nouvelle génération. On s'est mobilisé, on a dit maintenant on va travailler de manière plus efficace, on va mettre de la qualité, même si tout ça existait déjà dans notre ancienne configuration, dans nos anciennes configurations. On faisait déjà du travail innovant, on faisait déjà de la qualité. Maintenant, on veut que ce soit encore mieux. On veut passer, certains diront que je suis un peu dans la caricature, mais ça ne fait rien, je le dis. On veut passer d'une situation d'amateurs confirmés à des professionnels de haut niveau. Voilà. Le mot, c'est ça. On faisait bien les choses, on veut encore mieux les faire et on veut qu'on soit reconnu. Je vous redresse un petit peu le paysage de la formation continue. 60 000 organismes en France. Puis Greta Grand Hainaut dans ce paysage. Dans ce paysage, nous sommes dans les 600 premiers, c'est déjà mis, au niveau du chiffre d'affaires. Et maintenant, allez, on peut se mettre un défi d'être dans les 100 premiers au niveau de la qualité de la prestation. Non. Il n'y a pas encore d'évaluation de la qualité de la prestation, je ne pense pas. Mais la qualité se fera au travers des stagiaires que nous allons recevoir. Plus ils sont contents, plus la notoriété du Greta sera meilleure. Et vous êtes justement les chevilles ouvrières du contentement de nos stagiaires. Alors, pour mettre en place un petit peu cette évolution-révolution, nous nous sommes donné des armes. La première arme, ça a été la qualité. On a décidé de mettre en place vraiment une politique qualité pure et dure. On a eu un premier audit qui nous a dit vous faites la qualité sans pour autant prononcer le mot qualité. Je dis c'est extraordinaire. On est rentré dans le moule, nous sommes des Monsieur Jourdain de la qualité. Bonne chose. La qualité, c'est notre fil rouge, et puis derrière, nous déclinons l'information. La formation comment? Par les formateurs. Mais encore faut-il que nos formateurs soient au niveau de l'évolution des pratiques actuelles. Alors, vous les connaissez, ces pratiques, vous les appliquez au quotidien. Aujourd'hui, M. Vacarès va nous présenter peut-être des formules un peu innovantes, nouvelles.
Moi, je suis quand même un vieux, plus vieux d'assistance. J'ai connu le plan informatique pour tous. C'est pas d'hier. J'ai connu les prémices de l'enseignement assisté par ordinateur. Je me souviens, j'ai testé. À cette époque-là, c'était. Quand on avait un goupil, on était heureux. Hein, et souvent, c'était le TO7, voire le MO5. Hein. Bon, là, on a bien évolué. Et pourtant quand on utilisait ces outils en classe, on avait des gens qui réagissaient. Des jeunes, mais même des adultes. J'avais pratiqué aussi avec des adultes. Tout le monde était un petit peu conscient qu'on allait avancer dans une révolution numérique. La révolution numérique, elle arrive, hein, elle nous dépasse maintenant. J'entendais ce matin dans les journaux radio diffusés c'est Facebook. Facebook va atteindre les 2 milliards de personnes connectées dans le monde. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Bon, après, c'est philosophique. À nous de voir. Il n'empêche que, pour l'instant, je crois que nous devons répondre à la demande dans nos espaces savoir et compétences. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Vous le savez, mais je le répète, socle de connaissances et de compétences, formation numérique, j'ai tout noté pour ne pas oublier, les langues, l'orientation, l'insertion à la mobilité professionnelle, la reconversion professionnelle aussi des stagiaires qui peuvent passer chez nous. Alors, ça fait partie de notre contrat d'objectif. On décline régulièrement les choses. Dans les assemblées générales, on présente. Tout le monde n'est pas présent aux assemblées générales, donc j'en profite, je redis un peu les choses. Et puis, dans notre contrat d'objectif, on a bien précisé que nous mettrons en œuvre une organisation pédagogique correspondant à l'évolution sociétale sur les usages du numérique par nos apprenants. Qui n'a pas vu dans une séance, je sors mon téléphone parce que j'ai reçu un message. Aujourd'hui, vous allez le faire. Involontairement, vous le ferez quand même. Moi, le premier. Donc, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Hein. On a encore la difficulté quand on enseigne, quand on délivre un savoir. Mais est-ce qu'on délivre encore un savoir? Question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est capable d'être, comme à une époque, le professeur sur sa chaire, capable de diffuser une information de très haut niveau? On pose des questions. Alors, qu'est-ce qu'on va nous demander? On va nous demander une évolution, on va nous demander de devenir des formateurs, des e-formateurs, des e-tuteurs. Et vous allez commencer, j'en ai parlé tout à l'heure avec M. Pereira, M. Baccaret va sûrement confirmer, nous allons devoir passer par l'étape e-concepteur. C'est bien ça. Donc on a bien les différents niveaux. Alors, tout ça, ça doit pouvoir nous apporter une valeur ajoutée. Valeur ajoutée que l'on va exploiter et qui sera au bénéfice de nos stagiaires. Cette révolution, bon, on va se donner quand même une échéance. Alors l'échéance, vous l'avez forcément au travers de la situation que vous vivez au quotidien. Actuellement, nos espaces, savoir et compétences sont sous l'emprise de cette fameuse délégation de services publics, DSP. Alors, on va dire qu'elle nous a fascinés un moment, mais maintenant elle nous fatigue. Elle nous empêche peut-être de faire ce qu'on voudrait faire. Bon, allez, le délai, c'est décembre. On ne baisse pas les bras, on se tient
toujours à la disposition de l'arrobase, parce que notre contrat va jusque-là, parce que si nous voulons allez, je vais parler trivialement, mais si on veut être payé, on a intérêt à faire le boulot. Le mot, c'est ça. Alors, pour moi, cette fin de DSP, c'est aussi un terrain d'expérience. C'est aussi un moment où les travaux que vous allez entamer aujourd'hui, les découvertes que vous allez peut-être faire, les expériences que vous allez mener, eh bien, vous allez pouvoir les mettre en œuvre déjà au travers de ces stagiaires qui viennent dans le cadre de l'arrobase. Après, libre à nous, eh bien, d'extrapoler et de passer sur des dimensions peut-être différentes et sortir de ce pseudo-carcan de la DSP. Mais il n'empêche que nous avons encore les quelques mois à vivre dans ce contexte. Bien. Alors, préparons l'avenir, préparons la suite, informons-nous et surtout, mettons-nous en situation de projet. En situation de projet que vous allez un petit peu à la fois, dans lequel vous allez entrer. Alors vous en allez entrer comment? Je crois que tout le monde a des compétences, on a tous des savoirs, on a tous une expérience. Eh bien, on est bien dans la collaboration, dans un espace de travail collaboratif, et on est là pour compléter les travaux des uns et des autres. On n'est pas là pour s'observer en chien de faïence, en disant « ouais, mais un tel, il fait ça, moi, je ne m'occupe pas de lui, je fais mon boulot. » Non, c'est pas ça. L'avenir, ce sera bien de travailler en collaboration, de compléter les travaux des uns, les travaux des autres, pour arriver à concevoir un outil que l'on va pouvoir exploiter, chacun conformément à nos habitudes. On n'est pas là pour avoir une présentation uniforme d'une notion. Moi, j'ai enseigné pendant près de 20 ans. Je n'enseignais pas la même chose que mon collègue de la salle voisine. Pourtant, on était dans la même discipline, dans le même niveau. Mais nous avions préparé le travail ensemble. Et la trace écrite que pouvait avoir l'élève était la même. La présentation était différente et les résultats aux examens étaient communs. Pas du tout. Alors à partir de là, je pense que nous sommes en capacité d'avancer, de progresser. Donc travail collaboratif, on va peut-être, mais ça vous allez, c'est vous qui allez nous dire, est-ce que nos espaces devront rester tels qu'ils sont? Est-ce qu'il ne faudra pas envisager d'autres constructions? Est-ce qu'il ne faudra pas envisager même une révolution dans la disposition des lieux? Et ça, je crois que vous aurez peut-être des exemples dans la matinée, voire dans la journée. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que je ne suis pas trop obligé de choses. Sandrine me sert, et Madame Peu aussi, hein. Oh, ouais, j'ai eu des tas d'informations, donc j'ai essayé de faire pour le mieux, mais même si je reprends les paroles des unes et des autres, j'ai envie de dire que ce que je vous ai dit, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je souhaite. C'est pas l'engagement que nous avons pris, et là je mets Dominique dans l'affaire, lorsque nous sommes arrivés à la direction du GRETA, c'est bien celui-là. On s'est donné 3 ans, et maintenant presque une année et demie que nous œuvrons dans ce sens. Il reste 1 an et demi, et après je passe le témoin, mais dans l'année et demie qui arrive, il faut que l'on soit opérationnel et pour le bien de nos stagiaires. Rappelons-nous, nous sommes un service public d'éducation. Voilà. Donc je m'appelle Sylvain Vaccarès, donc j'ai une double activité. Mon travail, ça consiste à accompagner des organisations dans la mise en œuvre de dispositifs de formation qu'on appelle formation digitale aujourd'hui.
Moi aussi j'ai connu le plan, j'ai commencé avec le plan informatique pour tous. C'est la première formation que j'ai animée, c'était rigolo parce que j'y pensais plus. Mais en entendant tout à l'heure, la première formation que j'ai animée de ma vie, en fait, c'était pour des enseignants. J'ai formé des enseignants il y a en 85, quelque chose comme ça. Donc sur le plan informatique pour tous, c'est il y a fort longtemps. Voilà, donc moi j'accompagne aujourd'hui plutôt des organisations, des entreprises, des administrations, des écoles, des organisations internationales, des centres de formation, etc., sur la mise en œuvre de dispositifs de formation digitale. Je fais ça depuis, à temps plein depuis 1995, donc ça commence à dater un petit peu. À l'époque, ça s'appelait l'enseignement assisté par ordinateur encore. Donc ça, c'est ce que je fais dans le cadre d'un cabinet que je dirige qui s'appelle Learning Salad. Et puis, je suis maître de conférence à l'université de Rennes 1, de Rennes 1, parce qu'il y a 2 universités à Rennes. Et donc je dirige 2 diplômes, un master qui forme des ingénieurs en e-formation, un master 2, et puis un diplôme d'université qui s'appelle COFORDI, concevoir la formation digitale, qu'on a créé il y a 2 ans à peu près, où j'ai eu la chance d'avoir, c'est là que j'ai rencontré Eric. Voilà, donc j'ai à la fois l'aspect, on va dire un peu académique, et puis l'aspect pratique, mais 80% de mon temps est plutôt sur de l'opérationnel, en fait, sur du conseil aux organisations, aux entreprises, aux organismes de formation. Alors, je vous dis ça, alors moi je ne suis pas informaticien du tout, moi je suis contrôleur de gestion industrielle, c'est ça ma spécialité, comme quoi ça mène à tout. Et donc, moi mon métier c'est la formation, en fait. J'ai été enseignant en lycée professionnel, j'ai été formateur dans les entreprises, donc c'est là que je viens. Et en fait, je suis venu au e-learning à l'époque, un peu par hasard, et finalement ça m'intéressait de savoir ce qu'on pouvait faire avec les machines pour améliorer le processus de formation. Et ça va être un petit peu le fond de notre discours en fait, aujourd'hui aussi, de nos échanges, c'est de dire finalement à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert de mettre du numérique dans la formation, et est-ce qu'il faut le faire, parce que ça prend du temps, c'est des efforts, c'est des coûts aussi, c'est un investissement. Qu'est-ce qu'on peut finalement en retirer en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup, et qu'est-ce qu'on peut réellement gagner, et qu'est-ce qu'on veut perdre aussi, parce que c'est jamais totalement positif. Donc il faut bien voir tout ça. Alors, je me suis dit, en préparant cette intervention, je me suis dit, finalement, par quoi je vais commencer. C'est toujours un peu difficile, sur un sujet aussi vaste, de savoir par quel bout commencer. Et je me suis dit que j'allais commencer peut-être par un petit exemple. Alors, avant d'aborder cet exemple, peut-être rappeler quand même qu'on est dans un monde un peu numérique, donc je me suis dit, je vais peut-être vous poser quelques questions avant de démarrer, et puis sur un peu vos pratiques et la manière de faire, mais si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, alors j'aime bien cette frise-là, elle est rigolote, je ne sais pas trop d'où elle sort, j'ai acheté l'image, mais on voit l'évolution du monde. Ce qu'on peut voir sur une frise comme ça, c'est qu'on a mis quand même beaucoup de temps à aller jusque-là, vraiment beaucoup de temps. Et puis après, à partir de là, déjà à partir du moment où on est debout, mais après ça s'accélère en fait. Et à chaque fois, l'écart est de plus en plus petit. Alors je ne sais pas si on est arrivé là ou si on va arriver là. En tous les cas, on y est déjà à l'avant-dernière étape. Et donc on a un laps de temps qui se raccourcit de plus en plus. Donc on n'est pas du tout dans un phénomène de mode ou dans un phénomène... c'est pas la télévision scolaire, si vous voulez, ce en face de quoi on est. C'est pas le TBI ou je sais pas quoi. C'est un mouvement qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond. Et on reviendra dessus. Alors, justement, pour illustrer ça, parmi vous, qui a un smartphone? Qui n'en a pas alors? Voilà. Donc on a une majorité de gens aujourd'hui qui ont des smartphones. Le smartphone, ça n'existait pas. On vient de fêter les 10 ans. Ça a juste 10 ans. On a fêté les 10 ans il y a un mois. Donc il y a 10 ans, ce produit n'existait pas. Donc le besoin n'existait pas. Il n'y avait rien qui était organisé autour de ça. Aujourd'hui, si on prend la population mondiale, on a une majorité de gens qui ont un smartphone. Donc, dans le monde. Donc on est sur des logiques en fait d'extension extrêmement rapide et d'intrusion du numérique. Autre chose, est-ce que vous participez ou est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux? Alors, j'ai mis quelques exemples ici en fait. Qui utilise les réseaux sociaux? Je suis sûr que c'est plus que ça. Sinon, je suis tombé sur un groupe étrange. J'en ai mis quelques-uns ici, vous les connaissez. Alors, il y en a qui sont connus, celui-là, on en parlait tout à l'heure.
Facebook qui revendique 2 milliards d'utilisateurs, mais tout le monde n'est pas sur Facebook. D'ailleurs, tout le monde n'est pas sur tous ces réseaux, en fait. Par contre, finalement, tout le monde, et là j'en ai mis que quelques-uns, il y en a des milliers, et finalement, tout le monde finit par se retrouver à un moment donné sur un réseau social. Bon, ça c'est Google+, hein, ça c'est Viadeo, c'est plutôt pour chercher du boulot. Enfin, il faut le regarder encore, parce que je pense que celui-là va disparaître bientôt. LinkedIn, hein, donc son principal concurrent, enfin, c'est autre chose qui appartient à Microsoft hein, depuis quelques semaines, maintenant, quelques mois. Pour vous donner un exemple, hein, LinkedIn a été racheté par Microsoft 26 milliards de dollars en décembre, en fait. Et ils ont obtenu, il a fallu demander l'autorisation de la Commission européenne pour que le rachat puisse se faire. Donc on est dans des phénomènes où même les États donnent des avis sur des achats de cette importance-là, parce que l'impact est considérable. Aujourd'hui, c'est probablement ça va devenir, enfin c'est probablement déjà le plus gros organisme de formation du monde. C'est probablement un de vos concurrents principaux. Et ils ne vous connaissent même pas. Et d'ailleurs, ils s'en foutent de vous. Donc, ils n'ont pas besoin de vous connaître. Voilà. Donc, et oui. Ne connaissons pas, c'est réciproque. C'est dur. Enfin, moi aussi, ça c'est marmiton hein, pour la cuisine. Peut-être que vous. Si j'avais dit marmiton, peut-être j'aurais plus de mains qui seraient levées. Bon, ça c'est mythique. L'idée, c'est de montrer qu'il y a des réseaux. On va dire qu'il y a des réseaux généralistes ou peut-être plus générationnels, enfin on peut appeler ça comme on veut. Il y a des réseaux après qui sont plus spécialisés, mythiques, hein, ou marmiton, les objectifs sont précis. Les gens ils savent pourquoi ils vont là. Donc, et finalement il y a des réseaux sociaux pour les gens qui sont passionnés d'automobile, il y a des réseaux sociaux pour les gens qui sont passionnés de n'importe quoi, de timbre ou je ne sais quoi. Donc aujourd'hui ce phénomène-là est vraiment important. Alors, pour vous donner, pour illustrer ça un petit peu, vous connaissez peut-être certaines de ces vidéos. Je vais vous montrer deux petites vidéos simplement. Ah, je vais mettre un peu plus de son. Elle est où la tablette? Filme-moi ça. C'est ça. C'est de la formation, hein, ce qu'on voit. C'est quoi ce machin? Voilà. Salut. Ouais. Ça y est, il marche déjà. T'en bouge pas, je t'envoie une photo. Le GPS. Alors, ça c'est une pub hein, qui a déjà qui peut bien avoir 5-6 ans quand même maintenant. C'est une pub pour un opérateur de téléphone indien. Donc ça c'est vision, alors c'est une publicité, mais il y a des images qui sont assez étonnantes là-dedans, notamment le fait par exemple qu'on ne peut pas naître que physiquement en fait. On n'existe pas si on n'a pas une existence sur le réseau. Donc la première, quand il se connecte, le gamin, il crée ses comptes parce qu'il ne peut pas être né sans avoir une existence sur le réseau. Donc la vie numérique, c'est aussi partie de la vie. Hein. Donc aujourd'hui, vous êtes obligé, hein, pour faire votre déclaration d'impôt, par exemple, vous êtes obligé d'avoir une existence numérique, vous n'avez pas le choix. En fait, ça va être pareil, c'est pareil pour la Sécu, avec la MIVI, etc. De plus en plus, et encore, la France n'est pas le pays le plus avancé en la matière. Il y a des pays où vous allez dans les pays, les petites républiques baltes notamment, vous avez des pays où l'administration est totalement numérisée depuis plusieurs années déjà. Donc on a une couche d'information qui est gérée sur le numérique. Alors ça existait déjà avant, hein. On avait un état civil en fait, hein. C'était pas numérique mais on n'existait que si on était à la mairie, hein. Sinon on n'existait pas. Hein. Donc ça n'a pas tellement changé, sauf que ce qui a changé c'est l'échelle, la manière de faire et la manière dont on va utiliser et exploiter ces informations-là. Alors, pour vous montrer quand même qu'il faut être prudent, parce que ça c'est une vision d'un opérateur téléphonique qui vend du numérique, donc il a intérêt à le promouvoir, je vais vous passer une autre petite vidéo un peu différente. C'est en allemand, ça change. C'est un iPad en fait. Ça, tu vas le laver. C'est bon, ça. D'accord. Donc ça, voilà, c'est un peu caricatural parce qu'en fait on a le bébé qui naît, qui est numérique, et puis la personne plus âgée
qui comprend pas. En fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est pas qu'un problème de génération, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ceci dit, je voulais vous montrer ça aussi pour dire, il n'y a rien qui est acquis. Les choses se font pas naturellement, en fait. Les choses, elles se font parce qu'il y a un certain nombre de gens qui poussent, en fait, hein, des opérateurs, Facebook ou Apple. Hein, Apple a montré ses comptes hier. Ils ont un peu déçu les marchés financiers parce qu'ils sont un tout petit peu en dessous, en fait, de la progression qu'ils avaient annoncée, mais ils ont annoncé qu'ils avaient 260 milliards de dollars en trésorerie, en fait, hier, donc c'est un record historique. Ils ont battu tous les records de vente de l'histoire. Hein. Donc l'année dernière, et ça continue à progresser, il n'y a pas de raison que ça s'arrête vraiment. Si c'est pas eux, ce sera un autre. Hein. Samsung a fait encore mieux. Donc malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues l'année dernière avec leurs histoires de téléphone qui brûlaient, en fait, ils ont explosé les records de vente de téléphone. Donc il y a des gens qui poussent, et en même temps, nous on fait de la formation, donc on ne travaille pas pour les industriels. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut faire ça. Et ça veut dire que nous, on doit raisonner en termes d'usage, en fait. Et qu'il est évident qu'il y a des gens pour qui l'usage va être relativement naturel de ces outils-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de les utiliser en formation de la même, pour ça, hein, c'est vraiment important. Et puis il y a des gens pour qui ce ne sera pas naturel, en fait. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même toute une dimension d'accompagnement, de prise en compte aussi de qui sont les gens à qui on s'adresse et comment ils vont réagir. Est-ce qu'on est vraiment capable d'accompagner des gens, en fait, en utilisant le numérique? De quelle manière on y va? Est-ce qu'on y va massivement? Est-ce qu'on y va progressivement? Enfin, toutes ces questions-là, en fait, sont posées aux gens qui vont concevoir ou promouvoir des dispositifs qui intègrent du numérique pour tout ou partie à l'intérieur du dispositif. Donc c'était juste une petite introduction, petit clin d'œil, mais vous voyez ici, je vous ai mis, alors je ne sais pas si vous voyez très bien de loin, mais je vous ai mis ici une capture d'écran d'un site internet qui s'appelle Internet in Real Time, qui quand vous démarrez ce site, hein, vous pourrez le faire, hein, c'est sur internet, quand vous lancez ce site il démarre, tous les compteurs sont à zéro. C'est les principaux portails qu'il y a sur internet, qui affiche ici, et il fait défiler un petit compteur ici en secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Là j'ai pris la photo à 30 secondes. Et à 30 secondes, en fait, on a le trafic en fait, qui existe sur cette plateforme-là. Alors il y a un truc qui est assez intéressant, c'est YouTube que vous connaissez tous, hein, la plateforme de vidéo de Google. En 30 secondes, 70 000 heures de vidéos ont été visionnées. Hein, c'est à peu près ça. C'est un peu plus, hein, parce que cette capture, cette photo, je l'ai prise j'utilise toujours la même, mais je l'ai prise il y a à peu près 1 an. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à droite, on a un autre chiffre qui est la quantité de vidéos qui a été ajoutée dans YouTube en fait, pendant ces 30 secondes. Et là, on est à 60 heures. Aujourd'hui, on est à quasiment 200 heures de vidéos toutes les minutes en fait, hein, ajoutées dans YouTube. Donc ça veut dire que si vous décidez de regarder YouTube, si vous dites j'arrête de travailler, je dors plus et je fais que regarder YouTube, il va falloir que vous accélériez quand même la vitesse des vidéos parce qu'il va falloir être capable de visualiser 200 heures par minute en fait de vidéos. Donc, alors là-dedans il y a plein de photos de chats, enfin des vidéos de chats, ou n'importe quoi. Donc tout n'est pas évidemment intéressant, tout n'intéresse pas tout le monde. Ceci dit, on n'a jamais été en face d'un outil qui permettait de produire des médias à cette vitesse-là. Ça s'est jamais arrivé. 200 heures par minute, c'est ce que produit l'ensemble des chaînes de télévision dans le monde. Enfin, et encore, c'est même pas ça. L'ensemble des chaînes de télévision dans le monde, elles produisent même pas ça. Et les gens qui produisent sur YouTube, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. En fait, les gens qui font ces 200 heures, c'est pas des professionnels, c'est des gens qui alimentent le système parce que ils se filment en train de replier la fameuse tente Décathlon qui se déplie toute seule mais que personne n'arrive à replier. Il y a au moins 100 vidéos de gens qui vous expliquent comment on fait, et d'ailleurs c'est utile parce qu'avec la notice vous n'êtes pas prêt d'y arriver. Donc finalement c'est pratique de voir ça, mais il y a aussi des gens qui filment n'importe quoi en fait. Et il y a des choses utiles, des choses pas utiles. Ça veut dire aujourd'hui que tous les gens qui sont en face de vous, mais vous aussi, hein, vous êtes soumis à ça, et donc parmi vos stagiaires, parmi les gens à qui vous adressez, l'usage de la vidéo et de YouTube en fait est un usage massif. Il est plus important que l'usage de la télévision aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit bien, regardez, en période électorale, regardez les stratégies, regardez les évolutions qu'il y a eu entre chaque échéance électorale, et vous voyez à peu près la vitesse à laquelle ça évolue. Et les politiques ne sont pas particulièrement en avance. Ils sont plutôt, ils ont un décalage dans le temps qui est assez fort hein, par rapport aux pratiques plus innovantes. Donc effectivement, en fait, c'est forcément les deux. L'outil, en fait, ne juge pas réellement. Ça va dépendre un peu de ce que vous en faites. Et c'est justement ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire que ces outils-là, quand je vous dis LinkedIn est votre principal concurrent, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tous les cas, c'est un opérateur de formation important, qui est en train de devenir très important.
L'idée poursuit un objectif précis. En fait, ils ont un niveau de service qui est adapté à ce qu'ils sont capables de produire de manière massive. Ils font pas le même métier que vous, en fait. Et la question, c'est comment, en fait, en tant que formateur, en tant que responsable de formation, en tant qu'acteur de la formation en général, d'ailleurs, hein, quel que soit son rôle, on va intégrer le numérique pour améliorer, en fait, ce qu'on fait déjà, finalement. Donc aujourd'hui, ça impacte effectivement la formation de manière forte. Parce qu'on voit qu'il y a des attentes, on voit aussi qu'il y a des injonctions. Hein. J'ai discuté tout à l'heure, par exemple, les politiques régionales aujourd'hui en France, elles sont en train de basculer vers une obligation d'hybridation des parcours. Hein. Moi, je viens de Normandie. Alors, il y a une réunification de la Normandie depuis les nouvelles régions, là, mais il y a quelques années déjà, la Basse-Normandie, le Conseil régional de Basse-Normandie avait, dans sa politique d'achat, imposé en fait un niveau d'hybridation minimum et obligatoire pour l'intégralité des formations faisant l'objet d'un financement régional. Il n'y a pas de formation de financement régional qui ne soit pas hybride, c'est-à-dire qu'il n'est pas au moins 20% de numérique. La région l'a annoncé 3 ans avant en fait, d'avoir mis en place, de changer sa politique d'achat. Elle a mis en place un système d'accompagnement des organismes de formation, parce qu'elle ne voulait pas tuer évidemment tout son tissu local, ce qui était logique. Donc elle a mis en place des accompagnements, une communauté, des formations qu'elle a payées, hein, qui étaient gratuites pour les organismes de formation, et de manière à assurer la transition et les aider finalement à prendre le virage de manière un peu plus douce, on va dire, et d'essayer aussi d'en faire un levier de développement pour ces organismes-là. En fait, donc il y avait une vision assez positive. Ça donnait d'ailleurs d'assez bons résultats, et avec la réunification, la Haute-Normandie maintenant est rentrée dans ce plan-là également. Donc c'est un mouvement, il y a d'autres régions qui ont fait ça, mais on n'est plus dans l'incitatif, si vous voulez. Hein. Il y a eu de l'injonction, on a dit on donne des primes à ceci, à cela, on va essayer de pousser. Maintenant, on n'est plus dans cette phase-là. Maintenant, on est dans c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Regardez sur les politiques de l'emploi, regardez, on voit bien sur la formation des gens en recherche d'emploi, etc. On pousse vers les portails numériques. Donc alors, c'est parfois maladroit, c'est parfois mal foutu, c'est parfois on tient peut-être pas assez compte de l'accompagnement, etc. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement de fond on reviendra pas en arrière. En fait, il y a quelque chose en fait qui relève de cette évolution de la société en général. Donc les impacts sont très forts en fait. Hein. On va essayer de regarder ça ensemble. Bon, là j'ai fait une petite photo, voilà. Je sais pas où elle a été prise dans cette photo-là, on me l'a donnée. Bon, c'est en Asie manifestement, c'est une photo réelle. Enfin, moi je vois ça tout le temps. Hein, une personne prend des notes. Et tout le monde prend des photos des conférences où je passe partout. Enfin, voilà. Donc les gens, je leur dis, vous savez, je donnerai le diaporama à la fin, c'est pas grave, prendre des photos. Donc ça a quand même pas mal changé. Alors j'avais envie de vous montrer, parce que peut-être pour qu'on discute de manière un peu plus concrète, hein, c'est une petite introduction, j'avais envie de vous montrer un exemple d'une formation destinée à des adultes, une formation professionnelle, interne dans un premier temps, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et comment peut se faire un dispositif hybride. Je vais vous présenter un peu les choses, et puis après, l'idée, c'est qu'on échange un petit peu à partir de cet exemple pour essayer d'en tirer des principes. On essaie de mettre les choses un peu plus au clair après. Donc c'est un... Alors attendez, je vais essayer de faire les choses... Je vais essayer de garder le micro... Alors attendez, il faut que je vous montre le portail. Donc, je vais déjà me connecter dessus. Alors, il s'agit, pendant que je me connecte, il s'agit en fait d'une formation qui est destinée aux enseignants du premier degré, donc aux enseignants en poste du premier degré, donc de l'éducation nationale. Donc je vais vous montrer le vrai portail, comme ça, on verra le vrai parcours. Donc là on se connecte sur le site. Alors en fait ils ont un projet, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler ou sont concernés, je ne sais pas en fait, qui s'appelle Magister. Donc c'est une plateforme de formation qui a été mise en place en 2013, enfin qui a été décidée en 2013, elle a ouvert janvier 2014 en fait, qui concerne la formation de l'intégralité des enseignants du premier et du second degré de l'éducation nationale, ce qui représente à peu près 850 000 personnes. Je crois qu'actuellement on doit avoir à peu près 650 000 personnes sur la plateforme. Et donc l'idée c'est de former, Vincent Payon qui a lancé ça à l'époque, il a dit il faut que la moitié du plan de formation du premier degré, la moitié des heures de formation du premier degré statutaire soit faite en ligne,
Donc ça, il a décidé ça en mars 2013, il voulait que ce soit opérationnel en septembre. C'était pas possible parce que c'était trop compliqué, mais il n'y avait pas assez de délai. Mais ça a été opérationnel moins d'1 an après. Alors, opérationnel, ça marche pas toujours. Enfin, il faut que ce soit relayé dans les académies, c'est quand même très compliqué l'éducation nationale. Mais en tous les cas, le dispositif existe. Et quand même, il y a un décret, ça. Normalement, si c'est pas appliqué en académie, c'est juste illégal. C'est juste illégal. Donc, ils ont 18 heures statutaires. Et pour le second degré, c'était un peu plus compliqué, parce que dans le second degré, la formation n'est pas organisée de la même manière. Mais voilà. Mais l'idée, c'était quand même de pousser fort pour habituer les gens à faire ça. Et ça monte progressivement. Alors, avec plus ou moins de bonheur, mais... et là, je vais vous montrer un parcours. Alors, il faut que je parle, parce que sinon, je n'arrive pas à taper. Ça, j'arrive vraiment pas. Je vais vous montrer un parcours, voilà, qui concerne... donc là, on est sur la plateforme du ministère. Un parcours qui concerne la formation des enseignants du premier degré qui sont en maternelle et dont l'objectif, en fait, est de les faire travailler sur l'aménagement de la classe, l'aménagement physique de la classe à l'école maternelle. Le principe étant, hein, pour vous donner, sans rentrer dans le détail du contenu, mais l'idée, c'est de l'inspection générale avait... la suite d'un certain nombre de rapports avait identifié que les enseignants en fait, de maternelle n'avaient pas de connaissances suffisantes en fait, sur le développement de l'enfant dans les petits-enfants, les très petits-enfants, et que surtout, ils n'étaient pas capables en fait, de faire la relation entre l'aménagement de l'espace, enfin de manière pertinente, en tout cas ils le font, hein, mais pas suffisamment bien, et puis le développement physiologique enfin psychomoteur même de l'enfant en fait. Hein. Donc un gamin qui rentre à 2 ans à l'école, quand il sort de la fin de la première année, il a augmenté de 50% sa vie quand même. Hein. Voilà. Donc il y a énormément de bouleversements. Et donc l'idée c'était de les former à ça et de les amener à mieux aménager leur classe. Alors vous voyez bien que là on est sur un domaine physique, puisqu'il s'agit de déplacer des meubles, hein, essentiellement. Si vous m'entendez dire ça, je ferai pendre, mais enfin c'est un peu ça quand même. Et donc évidemment le faire en ligne, ça peut paraître un petit peu curieux. Sans rester sans rester trop théorique. Alors, je vais vous montrer un peu comment a été structuré le parcours pour que vous voyez un peu la réflexion qu'il y a derrière, la manière dont c'est fait, et puis après on pourra échanger par rapport à ça. Donc au début, ils se sont dit, de toute façon, il faut déjà que les gens identifient la problématique. Donc là, on parle d'enseignants de maternelle. Donc ils ont fait un premier chapitre, hein, une première étape, donc c'est des pages hein, finalement dans lesquelles il y a des activités, où ils se sont dit il faut qu'ils comprennent quel est l'enjeu autour de cette problématique-là, puisqu'ils ne sont pas forcément volontaires hein, quand ils sont inscrits dans ce genre de parcours. Parfois ils sont désignés par l'inspecteur, ou l'inspecteur ne les désigne pas, mais il n'a mis qu'un seul parcours. Donc, comme ils sont obligés d'en faire un, ils peuvent choisir celui qui va. Mais il n'y a que celui-là. Donc c'est ça et les instructions officielles en général. Donc là, ils ont un extrait du rapport de l'inspection générale avec un système où ils doivent collaborer, c'est-à-dire qu'ils doivent réagir. En fait, hein, il y a des questions qui leur sont posées dans un forum. Ils doivent donner, enfin pas un avis, mais une analyse, enfin, des choses autour de ces enjeux. Ça, c'est une activité un peu introductive hein, pour faire prendre conscience des enjeux, hein, évalués à environ 1 heure. Ensuite, il y a un chapitre plus sur les connaissances, avec des modules auto-formatifs. Hein. Donc là, les connaissances, il y a des choses sur le développement de l'enfant, avec quelles sont les étapes du développement de l'enfant, les connaissances de base. Et puis, il y a aussi des choses sur qu'est-ce que c'est qu'une classe, comment on l'aménage, c'est quoi les espaces qu'il faut mettre dedans, etc. Donc par exemple, alors je vais vous montrer un petit extrait hein, d'un module. Enfin, je clique ici. Et... ça démarre tout ça, j'étais trop impatient. Et donc là, vous allez avoir un module qui parle de l'aménagement de la classe. Je ne sais pas d'où sort le son, mais je pense qu'il sort de ce truc-là. Et oui, c'est HDMI, c'est pour ça que le son passe dedans. Et donc là, vous avez un ensemble de ressources, hein, avec des animés, interactives, etc. Et on va pouvoir, par exemple ici, si je vais ici, hein, après avoir une introduction, je vais avancer. On a la possibilité, par exemple, de découvrir les différents espaces. Et puis ici, voilà, je peux revenir au plan, aller voir la zone. Alors à chaque fois, là, vous entendez pas bien, mais il y a un commentaire qui explique, il y a des explications, il y a des animations, etc. Donc là, c'est la partie théorique, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de modules comme ça, alors qui sont calibrés de l'ordre de 10 à 15 minutes, hein, et ils vont pouvoir les parcourir.
Et l'idée, en fait, c'était de se dire, il y a des gens qui ont déjà des connaissances. Il y a des gens qui ont, je sais pas, fait psycho, par exemple, le développement de l'enfant, ils savent déjà, enfin, c'était leur spécialité de base. Puis en maternelle, il y a aussi des gens qui sont, je sais pas quoi, qui ont fait littérature grecque. Et eux, le développement de l'enfant, ils en ont jamais entendu parler ou pas beaucoup. Donc, et pourtant, ils sont bien en classe. Donc, on ne les recrute pas du tout sur leur cursus initial. Donc, c'est un niveau. Donc ça, on a ça. Et ça, c'est un peu, ils ont à le faire, une période, pour s'approprier un certain nombre de concepts. Voilà. Par contre, vous avez vu que sur le plan de la classe, en fait, on a une classe super bien carrée, avec des super aménagements. Quand on monte les photos, c'est des super meubles, machin. Sauf que les instituts à qui ça s'adresse, enfin les professeurs d'école à qui ça s'adresse, ils sont peut-être dans une école de campagne, dans un Algeco, ils ont une classe de 3 niveaux, ils ont les meubles qu'ils ont, c'est des trucs de la Sécu qu'on a récupérés ou je sais pas quoi. Donc, ou alors ils datent de la guerre de 14, et donc du coup, ils peuvent pas mettre en œuvre. Ils ont l'impression que ce qu'on leur raconte c'est bien, ils sont d'accord, mais qu'ils n'arriveront jamais à le faire. Donc l'idée, en fait, c'était de dire, pour que la formation soit efficace, il faut qu'elle soit intégrée à ce que les gens vivent. Donc, du coup, on a mis en place une étape de diagnostic où là, on a demandé aux gens de faire déjà un premier diagnostic de leur classe avec une grille, en fait, qui leur permet d'analyser leur pratique, de la remplir et de la rendre publique, puisque c'est des formations de groupe, c'est des groupes de 20 à 30 personnes dans les circonscriptions. Et on leur a demandé de faire des photos avec leur téléphone et de publier ces photos en fait, pour qu'on puisse voir comment c'est dans leur classe, ce qui n'arrive jamais dans une salle. Avant, c'était fait, ils venaient dans une école ou dans une salle de formation comme ici, puis il y avait un super spécialiste de l'aménagement de la classe qui leur passait des beaux slides comme sur les modules, qui leur disait mais vous êtes nuls, c'est pas comme ça qu'il faut faire, non. Donc, sauf qu'ils ne voyaient pas comment ça se passait. Et donc ils repartaient en disant c'est bien gentil, mais moi j'y arriverai jamais. Là, en fait, ils partaient de leur diagnostic. Ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on croisait les regards en leur disant tiens, par rapport aux photos que tu as faites de ta classe, chacun va regarder le travail d'un autre et va aussi contribuer au diagnostic en lui disant tiens, j'ai regardé ton diagnostic, ce que tu as fait, mais par exemple, tu n'as pas parlé de ça, ça j'ai pas compris, ou ça, voilà. Donc l'idée, c'était qu'il y ait un discours autour de ça. Ensuite, à partir de ce diagnostic, il y avait une partie présentielle, ça qu'en fait, c'est des parcours hybrides, donc tout se fait pas à distance. Et là, le formateur, il a énormément d'informations sur ce qui se passe dans les classes, puisqu'il a le diagnostic, les photos, etc. Il va prendre les éléments importants, il va pouvoir exploiter les photos en classe, et il va faire travailler en fait, sur des cas pour aider les gens à aménager leur propre classe. Et puis ensuite, la dernière étape, ça va être la mise en œuvre en fait, dans la classe d'un aménagement par rapport à ce qui a été fait, et d'avoir aussi un regard critique, parce qu'on republie en fait, ce qu'on a fait, et on a un regard critique après à des collègues en fait, pour le faire. Donc l'idée, c'était d'arriver en fait, à essayer d'intégrer ce que les gens font dans leur travail, dans leur situation, à l'intérieur de la formation. Et ça, c'est un des intérêts du numérique, de pouvoir en fait finalement étaler la formation et la déspatialiser, si je puis dire, de manière à ce qu'on puisse avoir à la fois des choses qui se passent localement, en fait, là où la compétence s'exerce, finalement, parce qu'elle ne s'exerce jamais dans la salle, la compétence. Elle s'exerce en situation de travail, donc ça ne peut pas être en formation. Et donc, par définition, et de le ramener quand même dans la formation pour pouvoir avoir aussi une dimension réflexive, une dimension de recul, le regard aussi des collègues, du formateur, en fait, sur ce qu'on a réellement fait, ce qui améliore évidemment la valeur de la formation. Donc ça, c'est un exemple. C'est un parcours qui dure 9 heures. Donc 9 heures de formation en tout. Donc c'est calibré. Il y a 1 heure de diagnostic, il y a 1 heure d'éléments théoriques, il y a après les enjeux, tout ça est calibré. Dans les 9 heures ne sont pas comptés les actes qui sont considérés comme devant faire partie du métier réellement de l'enseignant. Il y a plein d'autres parcours où on demande aux enseignants, par exemple, de mettre en œuvre une séquence dans leur classe. Mettre en œuvre une séquence dans sa classe, c'est son boulot, c'est pas de la formation, c'est pas compté dans le temps de formation. Ce qui va être compté dans le temps de formation, c'est la restitution qu'on va faire, l'analyse, la prise de recul, le compte rendu qu'on va produire, par exemple, à l'issue de ce qu'on a fait. Ça, c'est bien de la formation, parce que c'est pas dans son boulot classique. Et donc, on joue comme ça, en fait, dans le cadre de ce plan-là. Donc ça, c'était un petit exemple pour vous montrer... quand on parle de numérique, tout ne va pas forcément besoin d'être numérique. Là, de toute façon, il faut déplacer des meubles, c'est pas numérique du tout. On peut utiliser le numérique pour témoigner, pour rendre compte, pour produire des analyses, pour discuter entre collègues qui ne se voient pas, d'avoir une certaine continuité aussi. Donc le numérique, c'est un outil, en fait. C'est ce que l'on en fait qui a de la valeur. C'est pas l'outil en lui-même, en fait. Là, les gens ont des téléphones, on s'est dit, tiens, comment ils pourraient faire pour publier en fait, les photos. Donc on a rendu les choses techniquement possibles, et d'ailleurs ça fonctionne bien. Oui. Donc ça c'est normal. Donc les MOOC, tout le monde sait les MOOC, ça parle à tout le monde. Donc les MOOC, ce sont des plateformes en fait qui sont la plupart du temps gratuites,
pas toujours, mais la plupart du temps gratuites, qui offrent des formations, souvent issues d'ailleurs d'organismes de formation ou d'universités. Hein, c'est né plutôt dans les universités aux États-Unis et au Canada. Et ces formations sont en libre accès. On ne vous demande rien en fait. On ne vous demande pas si vous avez le niveau, on ne vous demande rien. C'est ouvert en fait. Donc il y a des sessions qui sont organisées et vous vous inscrivez dans ces sessions. Et là, la formation alors, est en général exclusivement à distance, hein, ou à quelques exceptions près. Et elle est basée sur à la fois des contenus qui sont proposés, souvent sous forme de vidéos, et puis des activités qui peuvent être l'activité de base minimale, c'est répondre à des quiz hein, sur les vidéos, mais ça peut être beaucoup plus sophistiqué que ça. Hein, ça peut être des choses à produire même de manière collective, hein, collaborative, avec des gens que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais rencontrés et que vous rencontrerez peut-être jamais, de manière à vous former. Un des MOOC les plus célèbres en France, enfin un des premiers qui a vraiment fait parler de lui, et qui était vraiment, qui existe toujours d'ailleurs, c'est celui sur la gestion de projet de Rémi Bachelet, qui est à Lille, où là il y avait vraiment une démarche pédagogique, mais vous avez une plateforme en France qui s'appelle Fun, hein, qui est financée par le ministère de l'Enseignement supérieur, et qui agrège en fait les MOOC des différentes institutions de formation plutôt publiques en France. Voilà. Mais il y a des plateformes dans le monde entier. Aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est que la formation, les gens, ils ne la feront pas dans leur entreprise uniquement, ils ne la feront pas dans leur institution. Vous n'utilisez pas que la formation. Enfin, c'était déjà le cas avant, sauf que maintenant, même la formation formelle, en fait, avant c'était la formation informelle qui vous formez plus en dehors de la formation que pendant la formation. C'est vrai aussi pour vos stagiaires. Hein. On peut penser quand même que c'est de l'ordre de 80-20. Hein. 80% de ce qu'ils savent, de ce qu'ils feront dans leur travail, c'est des choses qu'ils n'ont pas appris avec vous. Donc, qu'ils ont appris tout seuls, en fait, hein, ou la plupart du temps. Donc, c'est valable pour les formateurs, c'est valable pour les stagiaires, c'est valable pour tout le monde. Et donc, aujourd'hui, c'était pas très organisé, cette partie comme ça, informelle. C'était des collègues, c'était des conseils, c'était des recherches personnelles, ça. Aujourd'hui, il y a accès, en fait. Hein, on a accès à des choses plus formalisées, donc, a priori plus efficaces, parce qu'elles sont déjà triées, mieux orientées. Les MOOC en font partie. Aujourd'hui, on peut aussi dire que dans la formation, et c'est ce que devrait faire d'ailleurs la formation continue des enseignants, mais s'ils n'en sont pas encore là, ce serait d'intégrer ces MOOC dans des programmes de formation officiels, en fait, au plan de formation, par exemple. Ça c'est des choses, ça va se faire, hein, ça commence, mais il leur faut le temps. Hein. Ils ont vu les MOOC, ils ont dit, ah non, ça c'est extérieur. On est très cloisonné, en fait, c'est assez rigolo, parce qu'il y a la formation professionnelle et la formation académique. On ne sait pas pourquoi. On parle de formation continue, de formation initiale. C'est rigolo parce que la seule formation qui n'est pas continue, c'est la formation continue, justement. La formation initiale est continuelle. Hein, donc la formation continue est totalement discontinue. Et en fait, on parle de formation tout au long de la vie, mais on arrive quand même toujours à dire ah oui, mais attention, il y a l'initial, il y a le scolaire, pas le scolaire, machin, etc. Tout ça correspond à des organisations. Hein, c'est pas stupide. Sauf que ça ne correspond plus, en fait. Le numérique, on s'en fiche de ces choses-là. Et si les institutions n'intègrent pas ça, si vous voulez, c'est les usagers qui vont le faire. Personne ne vous dit qu'il faut faire des MOOC, personne ne vous a incité à y aller, mais vous y allez. Donc vous y allez parce que vous avez l'impression que ce que vous y trouvez vous apporte quelque chose, en fait. C'est juste ça, en fait. Et vous dites, tiens, ça va m'aider, c'est efficace, et je choisis ce média-là parce que j'ai l'impression que ça va m'être utile, parce que ça m'intéresse, voilà. Et je vais arbitrer. Et aujourd'hui, les formations qui sont proposées par les organismes de formation, que ce soit en interne ou d'ailleurs pour le grand public, elles sont soumises à une concurrence. Les gens comparent, en fait. Ils comparent tout. Et aujourd'hui, l'offre s'accroît. Et elle va s'accroître de manière... C'est YouTube de tout à l'heure. Hein. Lors de la formation, on n'en est pas encore à ces niveaux-là. Mais quand même. Si vous prenez la musique, par exemple, YouTube est de très loin la plus grande école de musique du monde. De très, très loin. Enfin, les conservatoires, à côté, c'est... Alors, c'est pas la même chose. Hein. Mais si vous voulez, en volume d'heures de formation, on est quand même à des années-lumière. Et ça ne veut pas dire que ça va faire disparaître les conservatoires, mais ça veut dire que, en fait, l'offre, elle oblige à se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on avait une offre générale et que finalement les gens n'avaient pas tellement le choix, bah, finalement, ils y allaient. Ça leur plaisait ou ça leur plaisait pas. Ils étaient obligés de rentrer dans le système, puis d'essayer d'en tirer parti comme ils pouvaient, mais à l'intérieur du système. Aujourd'hui, ils ont des possibilités qui sont ouvertes, en fait. Donc, ils vont juger de la qualité de ce qui leur est proposé au regard de ce qui leur semble être plus ou moins utile ou plus ou moins séduisant. Leurs critères peuvent être extrêmement variés. Ils ne sont pas toujours intelligents, d'ailleurs, hein, mais dans tous les cas, c'est comme ça. Donc, et ça, c'est le numérique, en fait. C'est transversal. Là, dans ces formations-là, il y a des gens qui vont amener des contenus.
ils vont dire, ah ouais, mais là le module sur le truc, il est bien, mais j'en ai trouvé un mieux. Et ils vont mettre le lien directement dans le forum. Et si ça se dit, tous les gens qui vont suivre cette formation, ils ne vont pas regarder les modules qui sont proposés, parce qu'ils vont plus faire confiance à celui qui est de leur père, qui leur a dit que c'était mieux. Bah oui, on est tous comme ça. Et on va plutôt aller voir celui-là que l'autre. La question, c'est pour le formateur. Est-ce que c'est grave? Vous tous dans la salle, vous en savez plus que moi sur le sujet dont je vous parle. Forcément. Sauf que moi, j'ai un avantage, c'est que tout est concentré dans un seul cerveau, alors vous, c'est réparti dans tous les vôtres. Et ce qui va être compliqué pour vous, c'est de l'agréger. Ça va vous prendre du temps. Donc j'ai un peu d'avance. Voilà. J'ai un peu d'avance. Mais c'est juste ça, en fait. Et normalement, c'est vous qui devriez être debout et moi qui vous écoute. Là, on commence à dire, ah, on réduit en fait la taille du processeur, qui était quand même un truc énorme avant. Et à ce moment-là, ça autorise encore. Hein, là, il est très très gros par rapport à ce qu'on a dans les téléphones aujourd'hui. Et là, on ouvre une possibilité de faire des machines plus petites et surtout des machines qu'on va pouvoir diffuser sur une population large. Alors que le patron d'IBM avait dit dans les années 60 que 4 ordinateurs dans le monde, c'était largement au-dessus du besoin, en fait, et qu'il n'y aurait jamais besoin de produire plus que 4 ordinateurs, en fait, pour couvrir l'intégralité des besoins du monde. Le pauvre. Donc, aujourd'hui, il y a plein d'appareils numériques, 4,6 par français, un Célestat. La télévision a été détrônée par Internet il y a déjà un bon moment, et c'est nettement au-dessus. Ce qui est intéressant, et c'est ça que je voulais vous montrer aussi là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de concurrence en réalité entre ces médias. Il y a une forme de concurrence, parce qu'évidemment, le temps, on a tous que 24 heures, hein, donc il faut bien qu'on arbitre. Mais en même temps, les usages se recoupent. Et quand vous prenez les tablettes, en fait, les tablettes sont utilisées à pratiquement la moitié du temps, avec un autre écran simultanément. Elles n'ont pas un usage, elles ont un usage finalement autonome que sur la moitié de l'usage. Et si on prend le smartphone c'est un peu différent parce qu'on l'a dans la rue, donc dans la rue on se balade avec son ordinateur, ça c'est compliqué de l'ouvrir en même temps. Donc là on a un usage plus autonome, mais dès qu'on est sur des écrans un peu plus grands, où finalement on est à l'intérieur, on se rend compte. Souvent d'ailleurs l'autre écran c'est une télé. Hein. D'ailleurs les programmes d'émissions de télé l'ont bien compris. Hein. On a longtemps pensé, moi j'avais un copain, il travaillait à la télé, il travaillait sur le programme de télé interactive de Canal+. Bon, il a été viré, hein, parce que ça a disparu. Bah oui, parce qu'en fait, ça n'existe pas, la télé interactive. C'était un concept idiot, en fait. Alors, on le sait maintenant, hein, à l'époque, il fallait être capable de le dire, mais parce que c'est pas la télé qui va être interactive. En fait, il faut que ce soit interactif. Mais le smartphone, à l'époque où il travaillait là-dedans, dans les fin des années 90, si vous voulez, personne ne savait qu'il y avait le smartphone. Donc on n'imaginait pas que ce serait un autre terminal qui ferait l'interaction. Aujourd'hui, évidemment, ça paraît délirant, une télé interactive sur un poste de télé. Alors qu'en fait, les gens ont le smartphone. Et que donc, du coup, on va faire un pont entre les deux, en fait. Le cinéma n'a pas détrôné, hein, n'a pas fait disparaître le théâtre. La télévision n'a pas fait disparaître le cinéma. Internet ne fera pas disparaître les médias précédents. Enfin, il n'y a pas de raison. Par contre, ça les transforme, hein, ça c'est clair. Pour vous donner un exemple, hein, ça c'est la bibliothèque de New York. Hein. J'ai pris la photo il y a 1 an et demi. C'est archi plein, hein, tout le temps. Donc, par contre, si vous regardez bien, il y a des livres, il y a des écrans. En fait, il y a tout. En fait. Et c'est bien ça, en fait. L'idée, c'est qu'il n'y a pas des lieux où on fait du numérique, des lieux où on lit les livres, etc. En fait, on fait tout en même temps. C'est parce qu'on n'a jamais vendu autant de livres qu'en 2016. Jamais. Donc, donc, il n'y a pas d'écart. En fait, c'est bien une nouvelle univers de possibilités supplémentaires qui s'ouvre. C'est une vieille idée, hein, la technologie en éducation. Hein. Bon, je ne vais pas remonter au romain, mais 1924, il y a une machine à corriger les quiz mécaniques. Hein. On peut la voir dans les musées. Skinner, là, vous savez Skinner, l'enseignement programmé, le behavioriste, tout ça. Skinner, c'était un gars qui voulait... C'était pas un chercheur seulement, il voulait faire. Et il a inventé une machine à enseigner, qu'on voit aussi dans les musées. Il a pu utiliser. Parler de l'EAO. J'ai fait des formations en langue sur Minitel. Hein. C'était un de mes premiers projets. Ça marchait bien. Hein. Et on faisait de la formation dans les grandes entreprises. Hein. Et on faisait de la formation, alors avec l'écran du Minitel. Dès qu'on a eu un ordinateur, on sait que l'usage, dans l'informatique, hein, on a fait des ordinateurs pour faire des calculs, mais le fait de vouloir enseigner avec un ordinateur a été préalable au fait de vouloir faire de la gestion avec un ordinateur. On a pensé à faire de la gestion avec un ordinateur après avoir pensé à avoir enseigné. Quand on a vu cette machine, elle était faite pour faire des calculs, et les gens se sont dit comment on pourrait apprendre des choses aux gens avec. Avant de se dire comment on pourrait faire des factures. Ça peut paraître curieux hein, quand on voit les choses aujourd'hui. La partie gestion a plus progressé que la partie formation, pour le moment.
Mais on va se venger. On va rattraper. Enseignement assisté par ordinateur, hein, dès qu'on a les TO7, les machins, etc., hop, tout de suite, on essaie de faire une collection de programmes pédagogiques énormes, en fait, sur ces machines-là. On a parlé du e-learning dès que Internet est arrivé, on s'est dit, ah, Internet arrive, comment on va pouvoir faire ça, je l'ai vécu. Là, j'étais vraiment en plein dedans, milieu des années 90, hein, et puis aujourd'hui, on parle de digital learning parce qu'on se dit finalement la formation est digitale, comme finalement tous les métiers, et donc finalement la question de est-ce que c'est une formation digitale ou pas, c'est pas une vraie question. La formation est digitale, en fait, elle est multimodale, c'est ça que ça veut dire, et il y a forcément du digital dedans. Donc, parce que de toute façon, à un moment donné, des machines vont intervenir dans le processus de gestion, dans le processus pédagogique, à tout moment, dans le processus de communication, dans le processus de... Donc, regardez, même e-prof ou je sais pas quoi, pour les bulletins, enfin, ça intervient à n'importe quel niveau de toute façon. Donc on ne peut plus faire l'économie. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de digital learning. Mais tout ça, finalement, est un long processus de mécanisation et d'utilisation de machines pour nous aider. Comme dans n'importe quel métier, hein, finalement, c'est un peu rassurant. Il n'y a que les coiffeurs, en fait. J'ai dit ça l'autre jour au rectorat à Rouen, il y a 3 personnes qui sont parties en claquant la porte. Je leur ai dit, vous savez, il y a 2 professions qui n'ont pas évolué, c'est les coiffeurs et vous avez une chance de pouvoir évoluer. Ce qui m'avait un peu énervé. Et donc, il y a 3 personnes qui sont parties en claquant la porte. Et ils n'ont pas aimé. Les coiffeurs, en fait, on sait faire la machine qui coupe les cheveux, mais personne ne veut mettre la tête dedans. C'est trop dangereux. C'est ça. J'ai travaillé avec des formations d'apprentis chez les agriculteurs. On a travaillé sur le carnet de liaison, par exemple. Carnet de liaison, vous savez, les apprentis partent en exploitation, là c'est des agriculteurs, et puis après ils reviennent une semaine tous les mois, grosso modo, au centre de formation. Et ils sont censés revenir avec le carnet de liaison rempli. C'est gratiné, hein, moi je les ai regardés. Ben oui, parce qu'en fait on leur demande de décrire ce qu'ils ont fait. Mais ils ne sont pas agriculteurs parce qu'ils aiment écrire ce qu'ils ont fait, en fait. Donc du coup, c'est un peu lamentable ce qu'ils écrivent. Bon, en plus, il y a la partie qui est à remplir par l'exploitant agricole. C'est sa passion de remplir. En plus, ça ressemble à un formulaire des impôts, quand même, le carnet de liaison. C'est un formulaire, il faut remplir des cases, franchement, ça fait peur. Enfin, donc, du coup, tout le monde remplit parce que c'est obligatoire, quoi. Alors, c'est rempli parce qu'il y a un contrôle. Alors voilà, tout le monde remplit. Mais ce qui est dedans n'est pas du tout intéressant. Et après, le prof qui reçoit les jeunes le lundi matin, le jour de la rentrée, mais il doit exploiter ce qu'ils ont fait. Alors il demande aux gens, alors il prend les carnets, il n'y a rien dedans, alors il interroge plus ou moins les élèves. Les élèves, ils n'ont rien à dire, parce qu'en fait, même raconter, c'est compliqué, parce qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est visuel et physique. Donc en fait, il faut qu'ils racontent une situation, c'est très compliqué. Donc finalement, ils bredouillent quelque chose, après on dit, et toi, t'as fait quoi? Moi, pareil. Donc, et puis après, le prof, il se retrouve avec rien à exploiter. On a fait des tests en fait où on a dit aux jeunes, maintenant vous allez prendre des photos des choses qui vous paraissent importantes, ça, des événements qui arrivent, etc. Et vous les postez au fur et à mesure, de manière à ce que le prof il les ait avant la séance, parce que lui il va pouvoir exploiter, etc. Et en fait on s'est rendu compte que quand on faisait ça, d'abord on projetait les photos, donc les jeunes ils étaient vachement contents que ce soit leurs photos qui passent, etc. En plus, quand on projetait la photo, ils avaient plein de trucs à dire. Parce qu'ils pouvaient montrer, ils disaient, ah ouais, là on a eu ce problème-là, alors ce qui est intéressant dans ce tracteur, je sais pas quoi, les machines, les trucs, les situations avec les animaux, etc. Et donc finalement, ils ont plein de choses à raconter, parce que ça les intéresse, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient secs. Et après, on pouvait exploiter. Et après, on fait de la trace écrite, machin, on ramène dans le truc, parce que c'est l'objectif. Et ça, c'est le mobile, ça qu'en fait, on a testé le SMS, le téléphone, etc. Et en fait, ce qui marche le mieux, c'est d'ouvrir un groupe Facebook. Hein. On a fait le test. Hein. Si vous relancez par mail, alors le mail déjà, les apprentis agriculteurs, personne ne l'a vu qu'il a reçu un mail. De toute façon, le mail, c'est un truc de vieux, hein, c'est la poste électronique. Et donc, moi, mon fils de 25 ans, il ne sait pas que ça existe la poste. Donc, il n'est plus à l'école. Donc, et ceux qui sont petits, les autres enfants qui suivent, eux, alors vraiment le mail, c'est un truc de. Vraiment, c'est une référence qu'ils n'ont pas. Alors, ça ressemble à un truc qu'ils ne connaissent pas. Donc ils n'utilisent pas du tout ça pour communiquer entre eux. Après, le SMS, on essaie le SMS en se disant ça va marcher. Le SMS a été hyper mal vécu. Ah non, un prof, quand voit un SMS à un élève, l'élève, alors là, il trouve que c'est une intrusion irresponsable dans sa vie privée. Donc c'est étonnant. Hein, ah non, ils veulent surtout pas qu'on leur envoie des SMS. Hein. Alors, le SMS, c'est privé. Hein. C'est vraiment. Ça a été très très mal ressenti. Là, par contre, ils ont vu qu'on leur envoyé des SMS. Mais l'effet n'a pas été bon. Et après, on a fait un groupe Facebook.
Alors sur Facebook, ils racontent leur vie, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas l'atteinte à la vie privée, ça, c'est ceux qui ont décidé. C'est pas du tout vécu de la même manière. Et en revanche, là, tout le monde a posté des vidéos ou des photos en moins de 2 heures. Tout le monde a répondu en moins de 2 heures dans les groupes. Et donc, du coup, forcément, s'il faut rechercher l'efficacité, il faut aussi aller vers les usages qu'ont les gens. Il ne faut pas essayer de faire aux gens sur un mobile des trucs qu'ils ne font jamais avec un mobile, ils ne le feront jamais en fait. Donc ce qu'il faut, c'est regarder ce qu'ils font avec et se dire, tiens, comment je pourrais utiliser cet usage-là dans un contexte pédagogique. C'est bien dans ce sens-là qu'il faut travailler. Donc en fait, tous ces outils-là, finalement, autour de la mobilité, il y a plein de choses à inventer. C'est à mon avis largement sous-exploité aujourd'hui. Après, on a des choses plus sophistiquées qui nécessitent plus de moyens. Alors, soit on achète des choses qui existent déjà, ou on s'abonne à des services, soit on crée soi-même ses propres jeux. Mais il y a l'utilisation du jeu vidéo, de plus en plus quand même en formation. Donc on fait des jeux de vidéo de formation, si vous voulez. Là, c'est l'exemple de formation de vendeurs chez Renault. Alors, c'est beaucoup fait. Ça, c'est un truc chez Carrefour qu'on avait fait pour la formation des chefs de rayon sur ce qui se passe avant le magasin. Donc, c'est des jeux où vous vous promenez, vous rencontrez des gens, il y a des situations à résoudre, etc. Vous pouvez naviguer librement, et ce que vous faites est analysé, et ça vous permet d'avoir un débrief, une vraie évaluation. Bien sûr, c'est des environnements simulés, c'est beaucoup utilisé en médecine aussi, bien sûr, dans le domaine médical. C'est le serious game. C'est le serious game, oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est des exemples vraiment de serious game. Donc alors, bon, évidemment, c'est difficile d'en concevoir, ça coûte cher, évidemment, c'est beaucoup de travail, à la fois en conception et en réalisation. Mais il commence à y avoir quand même une offre qui se développe, et donc sur des choses un peu génériques comme les situations de vente ou des situations, je sais pas, managériales ou certains domaines un peu techniques, il commence à y avoir des choses assez intéressantes qui sont exploitables en formation. Ça fonctionne assez bien, il faut que ce soit bien encadré. Le jeu ne forme pas en lui-même. C'est vraiment ce que vous mettez avant et après et la manière dont vous l'exploitez qui va faire la vraie valeur. Faut pas se défausser sur le jeu. C'est le principal risque en fait avec le jeu. Après, c'est un objet un peu complexe. Après, vous avez tout un tas de dispositifs. Là, je vous ai mis la Khan Academy. Vous avez tout un tas de dispositifs. Alors, c'est un MOOC, à mon avis, pour moi, même si c'est pas estampillé exactement comme ça quand les gens en parlent. Mais il y a de plus en plus de ressources aujourd'hui qui sont disponibles de façon gratuite et libre, et qui sont vraiment des ressources pédagogiques. Là, je vous ai mis la Khan Academy. La Khan Academy, par exemple, a un programme. Donc, la Khan Academy, c'est une plateforme qui diffuse du contenu dans toutes les langues. En fait, l'objectif de la Khan Academy, c'est de faire le système de formation universel sur tous les sujets pour tous les habitants de la Terre. Voilà. Et gratuit. Rien que ça. Ceci dit, ils sont en train de... Ça progresse très vite. Ça progresse très très vite. C'est l'initiative d'un petit gars aux États-Unis, Salman Khan, d'où le nom de... Alors, c'est piloté par des organisations, parce que c'est un gros machin. Donc en France, par exemple, la traduction est faite par Bibliothèques sans frontières. C'est plutôt des ONG en fait, qui collaborent. En fait. Après, on peut avoir des contributions individuelles en tant que tuteur. Par contre, en tant qu'auteur, c'est plus compliqué. Il faut rentrer dans une organisation parce qu'il y a un problème de ligne éditoriale, il y a un certain nombre de choses à respecter. Et donc, ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est qu'ils produisent des capsules de courte durée. Il y a tout un système de badge, de gamification qui permet aux gens de progresser, etc. C'est en accès libre, tout le monde, vous pouvez vous inscrire. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, vous verrez, c'est assez étonnant. Alors, c'est très développé sur tout ce qui est mathématiques scientifiques, parce que Salman Khan, il y a une formation scientifique. Est-ce que vous pouvez donner l'orthographe? À Khan, c'est K-A-H-N. Ah, d'accord. C'est Salman Khan. Je mettrai tous les liens sur le... Voilà. Sur le... Oui, oui, parce qu'il est caché, en fait, c'était derrière. Et mais de toute façon, je crois qu'ils ont changé de look, donc mes captures sont plus au nouveau look. Ce que je voulais vous montrer là, en fait, c'était que c'est un outil en fait, qui sert à faire de la classe inversée. En fait, c'est un outil qu'on peut utiliser individuellement, mais qu'on peut utiliser aussi en groupe. Et en l'utilisant en groupe, dans un processus de classe inversée. C'est qu'on dit, finalement, il y a tous les cours là-dedans. Alors, en mathématiques, ça va de la numération, ça commence, j'apprends à compter, ça va jusqu'à maths P, quoi. Donc, voilà. Et donc c'est classé par micro-compétences. Il y a des milliers de capsules en fait. Donc l'idée en fait c'est de dire quand j'ai un groupe, je vais leur affecter des capsules qui correspondent au cours que je veux faire. Les gens vont faire le cours en individuel, chez eux, si c'est la formation initiale par exemple, plutôt que de faire des exercices le soir chez eux, ils font le cours en fait le soir chez eux. Et on utilise en fait les situations de classe pour faire de la remédiation, là où le prof a plus de valeur finalement. Les capsules, en fait, c'est des cours avec des évaluations.
pour valider une connaissance, une compétence, en fait, il faut avoir réussi 3 fois le test dans un temps limité. En fait, les tests sont renouvelés tout le temps. Donc ça permet en fait d'avoir un tableau de bord. Ici, je vous ai mis un petit extrait d'un tableau de bord pour une classe. Donc là, on a ici, bon, en liste, j'avais masqué parce qu'il y avait des noms. J'ai la liste de mes élèves, par exemple, enfin de mon groupe, mes stagiaires. Et puis là, j'ai la liste des capsules en fait qu'ils ont faites. Et donc, j'ai un tableau de bord qui me permet de voir en fait en tant qu'enseignant. Tout ça, c'est gratuit. Il suffit que j'inscrive mon groupe, etc. Je crée un groupe. Je peux avoir ce qui est vert, c'est acquis. Ce qui est bleu, c'est en cours d'acquisition. Ce qui est rouge, c'est non acquis. En fait. Et puis ce qui est blanc, ben, ça n'a pas été fait. Donc du coup, bah, comme j'ai un tableau de bord qui fait ça, après, l'idée, c'est que l'enseignant dise, bah, je vais créer des groupes et je vais associer, par exemple, un cas rouge et un cas vert. Donc, si je les mets tous les deux ensemble, enfin, là, c'est sur la même ligne, donc c'est pas le bon exemple, c'est en colonne. Par exemple, ici, si je mets celui-là et celui-là l'un à côté de l'autre, en fait, et que parfois, c'est le contraire, lui, il a eu vert quelque part, et puis l'autre, il l'a pas encore fait, ou il n'a pas eu acquis. Et je vais créer en fait des scènes d'entraide, et donc finalement je vais faire travailler les élèves en groupe pour qu'ils s'entraident, et puis qu'on progresse avec des objectifs. Et que j'ai un suivi en fait qui puisse être fait par cette plateforme-là. C'est un système, alors ça existe, hein, bon, c'est beaucoup les maths qui ont été développés, c'est là où c'est le plus étendu, mais il y a plein d'autres domaines, hein, il y a de la géographie, de la littérature, enfin tout un tas de choses. Même si c'est des sciences quand même qui sont. Donc vous voyez ici, c'est des constellations. Et toutes les petites briques qui sont ici correspondent en fait à des capsules. C'est des capsules qui sont faites, qui durent entre 5 et 8 minutes en général, sur une notion. Et après, il y a des tests. Et quand je valide, elles changent de couleur. Et quand j'ai toutes les capsules de telle séquence, j'ai le badge qui dit je sais compter, je sais faire, je sais que je suis le maître des additions, je sais pas quoi, etc. Enfin, voilà. Donc il y a un côté aussi un peu ludique hein, qu'ils ont rajouté. Ça, c'est des ressources qui commencent à arriver. Alors celle-là est très organisée, très aboutie. Mais il y en a plein, des trucs comme ça. Et ça continue à fleurir, à fleurir, à fleurir. De toute façon, les ressources ont vocation à être gratuites, puisque leur coût de duplication est nul. Donc leur prix va tendre vers zéro. Donc aujourd'hui, c'est pas dans la ressource qu'il faut investir, c'est dans le dispositif. Et donc aujourd'hui, ben, eux, ils ont carrément pris le parti de produire des ressources gratuites. Donc c'est des ONG, ils sont financés par des fondations. Il n'y a pas de pub. Du tout, ils veulent pas de pub. C'est dans leur charte. C'est un cas un peu étonnant. Bon, après, il y a tous les outils. Il y a ce qui est en train d'avancer pas mal aussi dans ce qui touche à la réalité virtuelle, la réalité augmentée aujourd'hui. Là, je vous ai mis un exemple dans l'automobile. Hein, c'est utilisé depuis un moment. Ça coûtait très cher, mais la technologie, le prix de la technologie baisse très fortement. On commence à... vous pouvez acheter... avec un téléphone comme ça, vous pouvez acheter un casque. Et d'ailleurs, il était même livré avec la dernière version, gratuitement. Enfin, vu le prix du téléphone, je ne sais pas si c'est gratuit, mais bon. En tous les cas, il était livré avec des lunettes hein, qui vous permettent de faire des petits scénarios. En tous les cas, même quand c'est vendu aujourd'hui, on trouve des masques. Hein, Sony, là, pour sa PlayStation, en fait, a sorti un masque qui coûte un peu moins de 400 €, etc. Donc on commence à être dans des prix qui étaient des dizaines de milliers d'euros il y a quelques mois, et qui maintenant commencent à être en quelques centaines d'euros, et ça va encore baisser. Et donc ça, c'est un exemple chez BMW, hein, pour la formation de mécaniciens. Les lunettes savent reconnaître. Alors on a l'impression que c'est Terminator. En fait, ils voient au travers des lunettes. Hein. C'est des vraies lunettes, mais c'est un peu bizarre la photo comme elle est faite. Et ça, c'est ce qu'ils voient. Donc évidemment, c'est bien ses bras qu'ils voient. Et par contre, la partie jaune ici, c'est ce qu'il doit démonter. Et ça, c'est en surimpression. Et la machine est capable d'analyser ce qu'il voit et de lui donner des instructions. Elle est capable de savoir s'il l'a fait ou pas. Puisqu'elle voit si ça bouge. Elle analyse en fait. La lunette est connectée à Internet. Donc là, dans son casque, on lui dit tu dois démonter. Alors je connais rien d'automobile, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc-là, mais on lui dit tu démontes cette pièce-là qui apparaît en jaune. Et après il dit tu sais pas le démonter, il faut que tu utilises tel outil. Il se retourne vers sa boîte à outils et là le tournevis qu'il doit prendre, par exemple, il est identifié. Quand il a attrapé le tournevis, il dit oui c'est bien celui-là, parce qu'on a vu qu'il avait attrapé la machine de sait. Et elle a vu qu'il avait bougé et que sa main est dessus. Et donc à partir de ce moment-là, il dit voilà. Il lui envoie une petite vidéo en lui montrant le geste, en disant tu vois, tu dois prendre ça, machin. Donc il regarde la vidéo dans ses lunettes, et après il fait le geste. Et après, quand c'est fait, il dit ok, maintenant tu vas passer à l'opération suivante, et ainsi de suite. Ce qui permet en fait à quelqu'un d'être en autonomie en fait dans sa formation et d'avoir un formateur, par exemple, dans un atelier où si il y a une dizaine de personnes qui font les opérations, ils sont en train de les faire, ils sont assistés. Et puis c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à faire, il faut toujours quelqu'un. Mais il va être plus en médiation, il va avoir un rôle un peu différent. Ça, c'est ce qu'on faisait, c'est ce que vous faites déjà dans les salles informatiques, en partie, sur les logiciels.
Sauf que là, on peut le faire aussi avec la réalité virtuelle dans le monde physique, on va dire. Et ça encore, hein, c'est dans un atelier enfermé, etc. Mais avec les lunettes Google, on peut imaginer que ça se passe dans la rue, dans des situations, voilà. Donc on est des éléments en fait. Donc ça, c'est en train d'arriver. Cette technologie-là, elle est utilisée par le jeu vidéo, donc le prix descend. Parce que le jeu vidéo ne peut pas être vendu des milliers d'euros. Hein, il faut qu'il se soit en dizaines d'euros. Donc la technologie maintenant est amortie sur des trucs énormes et c'est vraiment accessible. Et puis il y a tous les objets connectés qui sont en train d'arriver. On va savoir de plus en plus de choses sur les gens et on va faire du prédictif. Toutes ces données-là vont être analysées, elles vont être recrachées à la personne pour lui donner des conseils. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la biométrie actuellement en disant finalement est-ce que c'est opportun d'apprendre maintenant? En fait, pour savoir ça, si je peux croiser mes données biométriques avec le fait que j'ouvre ma plateforme pourrait me dire bon, vu ton taux de sucre, tu devrais d'abord manger un petit morceau de chocolat avant de faire ta formation, parce que là, ton cerveau est capable de mémoriser. Alors, aujourd'hui, techniquement, c'est le faire. On n'a pas vu encore de système très abouti, mais ça, c'est demain. C'est un des problèmes importants pour la formation. Alors, je voulais juste vous faire part de trois petites notions. Il y a Michel Serres, on a beaucoup parlé avec la petite poussette récemment. Il n'y a pas tant de philosophes que ça de la technique, finalement. En tous les cas, qui soit aussi accessible. Et Michel Serres travaille depuis longtemps là-dessus. La petite poussette, c'est un livre récent qui a fait pas mal de bruit, mais c'est quelque chose qui pousse depuis très très longtemps. Et il dit les nouvelles technologies, ça va obliger l'homme à devenir intelligent, parce que ces technologies-là, elles sont quand même aussi en train de faire le travail. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, si la machine est capable d'analyser ce que je fais pour me dire comment le faire, dès qu'elle saura le faire, plus trop besoin de moi, en fait. Donc on voit bien que ça pousse dans ce sens-là, et ça veut dire aussi que ça augmente le besoin de formation. Parce que c'est pas que inquiétant pour le formateur, c'est aussi intéressant, parce que ça veut dire qu'il va falloir former les gens. En fait, quelqu'un qui va former aujourd'hui va avoir plus de mal, donc ça veut dire que son niveau de formation va devoir monter. Ça veut dire que très vraisemblablement aussi, dans les années qui viennent, la part du temps, dans mon activité, on va dire professionnelle, la part de production par rapport à la part de formation va considérablement évoluer, et on peut imaginer qu'assez vite, travailler, ce sera essentiellement se former et produire de temps en temps. Mais on produira des choses à forte valeur ajoutée que les machines ne savent pas faire. Il y a eu un débat sur la fin du travail, etc. On a vu, ça a paru récemment. C'est des débats qui sont parus dans le cercle politique, alors c'est remonté dans les médias, mais c'est des débats qui sont importants depuis longtemps. D'ailleurs, qui ne sont pas tranchés du tout, en fait. Mais on voit bien qu'il y a un vrai problème qui est posé. Les robots... on parle de robots, les gens ils pensent à des robots physiques, mais en fait le problème c'est pas les robots physiques. Les robots physiques, il y a longtemps qu'il y en a. Le problème c'est pas les robots physiques, le problème c'est la machine de Google qui bat le champion du monde de Go. C'est ça en fait, c'est ce robot-là en fait qui pose problème. C'est le robot qui va remplacer le monde tertiaire. C'est le robot qui sera capable de vendre un produit à un humain. On est tout près de ce robot-là. Donc la question c'est de savoir finalement qu'est-ce que les gens vont faire en fait. Quel type de compétences ils vont développer, etc. Donc ça interroge fortement le monde de la formation. Alors moi, j'ai pas la solution, j'en sais rien. Mais le truc qu'on est sûr, c'est que les choses vont changer énormément. Et très vite. C'est déjà bien parti. C'est déjà bien parti. Alors, on est masqué par des phénomènes comme l'ubérisation, etc., dont on parle beaucoup, qui veulent rien dire du tout, en fait, parce que ça, c'est de la mécanique de service, si vous voulez. C'est pas... Les choses sont beaucoup plus profondes que ça, en fait. Et c'est ce qu'il y a derrière, en fait, qui est important. C'est pas la partie émergée de l'iceberg, en fait, qu'on voit. Uber, le jour où il y a des voitures sans conducteur, c'est après-demain, il n'y a plus Uber. Donc il n'y a plus de taxi non plus. Donc, voilà, les machines, les voitures, c'est conduire, si vous voulez, ça change tout. C'est ce robot-là qui va être important. Alors, après, il y a un autre ça c'est plus global, mais on voit bien que ça nous interroge. Après, finalement, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la formation. Et là, je vous ai mis une pensée, alors quelqu'un qui est peut-être moins connu, mais qui est Richard Culata, qui est l'ancien, alors il n'y est plus d'ailleurs maintenant, et qui était l'ancien directeur des nouvelles technologies au département d'éducation américaine, dans l'équivalent du ministère de l'Éducation en France. Et je l'ai entendu, j'ai noté cette phrase-là un jour où je l'avais rencontré, et il disait, il était monté faire une petite intervention sur scène, et il disait, un truc qui m'avait frappé, c'est le contenu, en fait, il
n'y a plus de problème de contenu. Le contenu, il est dans le réseau maintenant, de toute façon. C'est ce que dit Michel Serres aussi. Hein. Il dit de toute façon, le savoir, il est dans le réseau. Le savoir est externalisé. Il n'y a pas besoin qu'il soit là. Il est externalisé. Donc la question, en fait, maintenant, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qui est important dans la formation. Et il dit, c'est le contexte. Et en fait, la valeur ajoutée de l'organisme de formation, du professionnel de la formation, que ce soit le formateur ou n'importe qui, c'est la capacité à traiter le contexte. Alors le contexte, ça va du chauffage. Hein. Vous savez, c'est Maslow, hein, ça va il faut que les gens aient chaud, aient suffisamment de sucre, etc. Et donc, donc c'est le physiologique, si vous voulez, la base. Et puis après, on va monter voilà, jusqu'au moment où l'accomplissement, voilà, la manière dont je me projette dans un nouveau métier, ce que je veux faire de ma vie, etc. Mais c'est tout ça, en fait, qui est à prendre en compte. Et finalement, ça, c'est ce que les machines ne savent pas faire. Pas complètement. Parce qu'avec la biométrie, tout ça, on commence à en avoir du contexte. Hein, mais c'est des données. C'est des données. Et pour le moment, c'est pas ultra performant parce que c'est quand même un peu, enfin c'est des algorithmes, c'est un peu compliqué. Hein. Vous avez bien vu ce qu'on vous propose. On est capable de vous envoyer la pub qui correspond à ce que vous avez envie d'acheter comme chaussures parce que vous avez déjà été sur un site machin, etc. avec des cookies. Bon, c'est quand même pas, c'est déjà difficile de faire ça, hein, mais c'est pas hyper évolué. Quoi. On est loin de la formation. Hein. Donc ça transforme pas votre vie. Hein. Donc voilà. Donc nous, quand on fait de la formation, on change la vie des gens d'une certaine manière. Des fois un tout petit peu, mais on fait grandir les gens, c'est notre boulot. Donc, et ça, c'est par le contexte. Donc c'est là le contenu. Donc faut pas c'est magistère, hein, tout à l'heure, c'est de dire ah mais nous on disait magistère pour les trucs où on n'est pas la compétence sur le fond. Donc ça veut dire qu'en fait ils gèrent que le contexte. Et c'est marrant parce que c'est dans ces contextes-là que ça marche le mieux. C'est ceux-là qui marchent bien. Parce que du coup ils sont pas pollués. Le formateur il risque pas de dire c'est moi qui sais, je vais vous raconter parce qu'il sait pas. Donc forcément il est obligé de changer. Lui il n'a pas besoin de changer de posture, il n'a pas le choix. Et donc, du coup, il se positionne à côté de l'apprenant et pas en face de lui. En fait, c'est ça hein, qui se passe. Et donc, il est obligé de s'intéresser à l'apprenant et pas à ce qu'il raconte. C'est ça la différence. Et puis j'ai mis un dernier penseur de 11 ans, parce que c'est important, parce que c'est quand même la génération qui arrive. Et surtout que là, cette phrase-là, je l'ai enregistrée il y a 3 ans, donc quelque chose comme ça. Donc Lino, elle va arriver sur le marché du travail, et c'est vite en fait. Et donc elle dit, de toute façon, moi, il n'y a pas de problème, hein, quand j'ai besoin d'un truc, je vais sur Google, hein, ou sur YouTube même en fait. Hein. YouTube a dépassé Google hein, en moteur de recherche. Hein. Donc les gens ils cherchent d'abord sur YouTube en fait avant de chercher sur Google. Donc dans le monde. Hein. Donc ça veut dire qu'on est dans une génération qui se pose aucune question par rapport à ça. En fait, la connaissance, on sait où elle est. Pour eux. Ça n'a aucun intérêt d'apprendre des trucs, ou je sais pas quoi, alors qu'ils savent très bien qu'ils veulent l'avoir. En fait. Ils sont intéressés par ce qu'ils vont en faire, pas par rapport à la connaissance. Bon, quand on a dit ça, 90% de la formation reste quand même présentielle. Hein. Faut pas rêver. Hein. Mais ça réduit. Ça réduit parce que l'organisation du travail, parce que l'organisation de la société, hein, même, et parce que les technologies font que des possibilités nouvelles s'organisent ou des contraintes nouvelles apparaissent, et que donc finalement on fait de plus en plus de formations en ligne. Vous savez combien... Allez, on va faire un petit test. Quel est le taux d'abandon moyen quand on fait juste de l'auto-formation? Les études convergent pour dire que c'est 70%. 70% c'est le taux d'abandon. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il n'y a pas d'accompagnement facilement et à la portée de main. Ça peut être ça. Il y a plusieurs explications. Hein. On est vraiment tout seul et il n'y a personne en fait. Ouais, voilà, l'interaction c'est pas Ouais, il y a l'effet de solitude effectivement qui pousse à l'abandon. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul, c'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment tout seul. Quoi. En fait, au sens, tout seul, pas forcément au sens de solitaire, en disant je m'ennuie parce que je suis tout seul, mais j'ai pas de confrontation. J'ai pas de il y a des problèmes de stimulation, etc. Donc tout ça montre que, en fait, la formation c'est une activité sociale. Et si on retire tout ce qui est social, ça marche moins bien. Ça veut pas dire que ça marche pas, il y a quand même 30% des gens qui arrivent, donc en fait c'est pas négligeable. Mais ça veut dire qu'on peut pas en faire un système qui est le système unique, parce que ça veut dire qu'il y a 70% des gens qu'on élimine, petit à petit. Donc ça veut dire qu'il faut que dans les dispositifs, il y ait une activité sociale, il faut qu'il y ait de la confrontation, il faut que... Les gens ils veulent ça, hein, dans la formation. C'est pour ça aussi qu'on ne risque pas d'avoir un système où les gens s'auto-formeraient tout seuls massivement. De toute façon, on le saurait déjà. Il n'y aurait pas d'école, il y aurait que des bibliothèques.
Ils sont déjà. Les gens ils se forment dans la bibliothèque, hein. Il y a déjà des trucs dans les livres. Hein. Pourquoi les gens ils apprennent pas dans les livres? Ils apprennent dans les livres, mais pas que. Et surtout, il n'y a aucun système dans le monde qui est basé que sur des bibliothèques. Hein. Vous pouvez chercher n'importe quel pays. Hein. Aucun système n'est basé que sur des bibliothèques. Ça n'existe pas. Pourtant, on a eu des milliers d'années pour essayer, enfin des centaines pour le livre. C'est important que les gens discutent, c'est important que les gens échangent. On voit quand même, hein, ça c'est dans les entreprises, hein, c'est les statistiques de la Ségos. La formation présentielle reste quand même très majoritaire, mais ce qu'on voit quand même, c'est que la formation hybride augmente très vite. En fait, les entreprises vont vers l'hybride. Elles ont essayé l'auto-formation expérimentalement. Ça a été quand même un fiasco dans la plupart des cas. Il y en a encore qui le font. Hein. Et le font toujours parce qu'il y a des sujets où elles ne savent pas faire autrement, pour des raisons de coût, tout simplement, et de vitesse de diffusion. Mais quand on interroge les RH, ils se disent quand même que voilà, la formation aujourd'hui... Puis il y a aussi d'autres formes. Il y a des formes qu'on appelle professionnalisation, qui sont moins formelles que la formation, qui sont aussi l'utilisation des situations de travail pour apprendre, ça, l'exploitation. Donc on commence à voir quelque chose qui commence à se décloisonner petit à petit. Ça apparaît. Alors même si c'est doucement. Et en fait, l'enjeu finalement, et l'enjeu pour un organisme de formation, pour vous finalement, hein, pour nous, bah, c'est de passer d'un service historique qui était plutôt un service de production de cours. Finalement, c'était quoi la formation? On produit des cours parce qu'il faut massifier, il faut organiser le service, etc. Alors qu'en réalité, ce qu'on doit faire, c'est développer les compétences chez le stagiaire, chez l'individu. C'est pas produire des cours, on s'en fout. De produire des cours, ça n'a pas de sens de produire des cours en soi, en fait. Sauf que comme il a fallu organiser le service, et puis comme ça a fonctionné, en fait, hein, ben on a fait ça. Et maintenant, on sait bien le faire, ça. Et c'est difficile, en fait, de passer de ce schéma-là à ce schéma-là. Parce que là, on voit bien que c'est le prof qui est au centre du dispositif, le formateur, alors que là, c'est l'individu. Et autour de l'individu, on va mettre tout un système qui lui permet de progresser. Mais finalement, on s'intéresse à lui avant tout. C'est ça, en fait, l'enjeu. Et le numérique, il n'a de valeur que si ça permet d'améliorer ça, de basculer plus facilement vers ça. Si c'est pas ça, l'auto-formation, c'était finalement une manière de remplacer le prof par une machine. C'est pour ça que ça marche pas. Ça produit rien, en fait. C'est moins bien que le prof. Dans les MOOC, c'est rigolo. Dans les MOOC, c'est pour ça aussi qu'il y a dans les MOOC, on a filmé les profs. C'est des grandes organisations universités américaines. Ils ont pris le prof, ils lui ont mis un fond vert, et puis ils l'ont mis debout comme ça, devant la face caméra la plupart du temps, et allez, vas-y, cause. Et il y en a, les premiers qui ont été faits, c'est Berkeley qui a fait les premiers, on n'appelle pas ça des MOOC, mais dans les débuts des années, au moment où YouTube a apparu, la première chaîne YouTube d'université, c'était Berkeley, et ils ont pris une prof de biologie qui avait les cheveux tout blancs, 70 ans, et elle écrivait à la craie sur un tableau vert. En fait, c'était marrant. Et à la craie, ouais. Et elle était filmée au haut de l'amphi. Elle faisait un cours où elle parlait à toute vitesse en écrivant des formules sur un tableau. Il y en avait des heures et des heures. Et c'était le premier cours, en fait, réellement filmé qu'on a vu sur YouTube, sur Internet, en intégralité d'une université, produit par l'université. Et en fait, les MOOC, bon, on a amélioré le service. Alors là, on voyait vraiment rien. C'était filmé du fond, c'était un peu bizarre. Et ils n'avaient pas voulu la faire tourner exprès, mais ça coûtait quand même moins cher de faire ça. Aujourd'hui, on n'a pas tellement changé le système, et c'est d'ailleurs la limite de ça, en fait. Aujourd'hui, c'est pas forcément le système le plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Et donc, il faut bien offrir de la multimodalité, finalement. Et la multimodalité, c'est pour lui qu'on travaille, c'est pas pour le prof. Le prof, il est monomodal, hein, d'une certaine manière. Hein. Donc, ça a un impact, évidemment, sur l'apprentissage. Ce que je voulais vous montrer, peut-être pour terminer aussi, il y avait deux choses que j'avais envie de vous dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de stats qui parlent finalement de l'apprenant. En fait, les stats, elles sont surtout sur les organismes de formation, les formateurs, les DRH, tout ça. On interroge rarement les stagiaires. C'est curieux. On trouve assez peu de données sur les stagiaires. Et là, la Ségos, en 2014, avait fait une enquête assez intéressante auprès de salariés. Et elle avait dit qu'est-ce qui est important pour vous dans la formation. Et j'ai extrait uniquement ce qui était noté comme très important. Vous savez, c'était une échelle de Likert, ça veut dire très important, important de ça. Et je les ai classés dans l'ordre, donc les plus élevés en fait, vers les plus bas. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que ce qui arrive de très loin en tête, c'est le droit à l'erreur. C'est intéressant. C'est un truc dont personne ne parle jamais. Non, on est d'accord, on en parlait tout à l'heure, sans cette concert. Non, mais ce que je veux dire, c'est la formation, c'est l'endroit où j'ai le droit de me tromper. Alors, il y a le statut de l'erreur en général, mais là, on parle de formation. Hein. Donc
La formation, c'est un endroit où je rentre m'entreprise. Dans les entreprises, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Hein, parce que à partir du moment où je trace tout en numérique, la question c'est de savoir qui a le droit de voir. Est-ce que celui qui m'évalue, c'est mon chef, ou est-ce que c'est un formateur? Enfin, ça pose la vraie question. Je pense que la formation, c'est un endroit qui doit rester neutre, sinon ça va être compliqué. Hein. Et surtout, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte ce que les gens veulent. Et si on ne prend pas en compte ce que les gens veulent, ben, on diminue l'efficacité du système de toute façon. Il y a des organisations où ça ne pose pas de problème. Les organisations de formation indépendantes, ça ne pose pas de problème. Quand c'est interne, par exemple, c'est plus problématique. On parlait de magistère tout à l'heure, c'est sûr que dans un contexte comme l'éducation nationale, où il y a l'inspection, etc., ça a été un des débats, le magistère. Qu'est-ce qu'on trace, qu'est-ce qu'on ne trace pas, comment on évalue, ça. C'était un sujet central. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Et c'est un vrai sujet, d'ailleurs. C'est un sujet qui n'est jamais réellement clos, hein, ça, de toute façon. Ça veut dire, mais il faut jouer, il faut que les gens aient le droit de se tromper, c'est un endroit neutre. C'est pas quand je travaille qu'il faut que je me trompe. Hein, quand je fais de la médecine, il ne faut pas que je tue le patient. Je peux tuer le mannequin, mais pas le patient. Quoi. Donc, je veux mettre en œuvre ce que j'ai appris. Deuxième élément. Bon, ça, les études le montraient de manière assez nette, notamment les études américaines. L'utilité reste en fait le principal moteur. On parle de formation professionnelle, là. Okay, c'est pas des étudiants, c'est vraiment des formations professionnelles. 59% des gens ont mis très important. Les gens veulent pouvoir utiliser ce qu'ils font. J'ai besoin d'échanger avec les autres. Vous avez vu le troisième critère. Vous parlez des 70% d'abandon. Ils sont quand même beaucoup dus à ça, en fait. Ils sont quand même beaucoup dus à ça, parce que si les gens n'ont pas de possibilité d'échanger, de confronter leur point de vue, en fait, ils ont l'impression que la formation... Ça veut dire aussi que dans le dispositif hybride, le présentiel a une importance. Le fait de rencontrer les gens physiquement, c'est pas pareil que de les rencontrer en ligne. C'est pas pareil. Regardez les grands joueurs de jeux vidéo, etc., ils finissent par louer des gymnases pour se faire des parties ensemble. Enfin, à un moment donné, les êtres humains... Ils ont besoin de se voir, de se toucher, de s'entendre. Voilà, ils ne peuvent pas avoir que la médiation technique. En fait, c'est pratique, mais c'est pas satisfaisant à 100%. Et d'ailleurs, les gens le disent spontanément. Hein, tout le monde, d'ailleurs, vous le ressentez. Enfin, on est à peu près tous pareils hein, de ce point de vue-là. Ensuite, il faut que ce soit adapté à mon besoin. Il y a un vrai besoin d'individualisation, d'adaptation à mon besoin, de quand je veux, de comme je veux. Moi, je suis plutôt visuel. Moi, je préfère qu'on m'explique avant de faire, parce que j'ai horreur qu'on me mette dans une situation où je sais pas, ça me panique et du coup je fais pas. Il y en a d'autres qui disent ah non, moi ce que j'aime c'est mettre les doigts dedans. Et puis après, je veux comprendre quand j'ai essayé. On sait bien qu'il y a toutes sortes en fait, d'approches, et les gens disent moi, dans l'idéal, c'est vraiment important que je puisse apprendre comme ça me paraît être le plus efficace pour moi. Les gens ne savent pas toujours, hein, mais on voit bien que si on veut que l'apprenant soit au cœur du dispositif, il y a un gros travail sur l'autonomie et rendre les gens autonomes. Et ça, les gens, ils ne sont pas autonomes, ça ne se décrète pas, il faut les aider. Il y a un énorme travail hein, pour les organismes de formation aujourd'hui à accompagner les gens pour les rendre autonomes. Ils pourront bénéficier du système que s'ils sont capables d'en bénéficier. En fait. Aujourd'hui, il y a vraiment ça. On voit, moi ça me fait rire, hein, parce que quand vous regardez le numérique et que vous remontez aux théories de l'apprentissage, depuis que le numérique, on reparle du numérique de manière importante, on va dire, hein, depuis les mots, depuis 4-5 ans, là où c'est vraiment, on en parle massivement, c'est rigolo parce que les gens, les noms qui remontent actuellement, c'est Célestin Freinet. Célestin Freinet, quand même, c'est pas tout neuf. Hein. Maria Montessori, Hubert Daguerre-Andry, enfin, des gens comme ça, en fait. Tous ces gens-là, ils ont écrit... dans les années 50, pour les plus jeunes. et les autres, c'est encore plus loin. Donc on voit bien en fait qu'on n'est pas dans... Il n'y a pas besoin d'aller innover dans je ne sais pas trop quel... c'est les mêmes gens qu'on a en face de nous. C'est vous, c'est moi, on a le même cerveau qu'il y a 10 ans. Ce qu'il faut, c'est qu'on l'adresse autrement, c'est tout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Alors aujourd'hui... des intuitions qu'ont eues ces gens que j'ai cités ont pu être vérifiées par des neurosciences, par exemple. Et donc maintenant, eux, ils ne savaient pas forcément expliquer pourquoi, mais ils avaient démontré que c'était comme ça, ils avaient une intuition, puis ils avaient été au bout. Mais aujourd'hui, on est même capable scientifiquement, pour certains facteurs, de le démontrer. On sait même pourquoi au niveau du cerveau. Il y a plein de choses qu'on a appris, évidemment, de lui, mais on voit bien qu'on n'est pas on n'a pas forcément besoin d'inventer grand-chose, en fait. Ce qui est important, c'est de s'appuyer sur ce qu'on sait faire. En fait, vous êtes des professionnels de la formation, il y a des choses que vous savez faire, c'est votre métier. Et en fait, il faut que vous... C'est ces choses-là qui ont de la valeur dans le numérique. C'est ce que vous savez déjà faire qui a de la valeur. C'est pas ce que vous allez inventer.
Sinon, vous êtes débutant. Et vous n'êtes pas débutant. Si vous repartez sur la même ligne de départ que les autres, c'est pas sûr que vous arriviez les premiers. Enfin, il n'y a pas de raison, puisque vous profitez. Vous avez un avantage, et c'est ça. Et cet avantage-là, il est que ça, finalement, vous en préoccupez de ça d'une manière ou d'une autre dans votre métier. En fait, alors vous le formalisez pas forcément comme ça, c'est peut-être pas, c'est à l'intérieur d'un magma qui est beaucoup plus compliqué d'organisation, de contexte, etc. Compliqué, mais c'est ces éléments-là que vous devez faire ressortir. Et évidemment, le numérique, ça pose quand même des questions nouvelles. Il y a quand même des choses nouvelles. Il y a par exemple, alors j'en ai cité quelques-unes qui sont des questions un peu centrales. Qu'est-ce qui justifie que je dérange l'apprenant? Pourquoi j'oblige les gens à venir au même endroit, au même moment? Et d'ailleurs, ça peut être dans une salle, mais ça peut être aussi en ligne. Si je fais un webinaire, une classe virtuelle, enfin un endroit où tout le monde doit être là à la même heure, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'oblige les gens à venir à 21h alors qu'ils ont sûrement le match de foot, par exemple? Moi, je suis en face des matchs de foot. Là, j'ai pas cours mercredi. Ce soir, c'est ce soir? Non, j'ai pas cours ce soir. Donc là, j'avais le débat présidentiel et les matchs de foot. Là, il faut que je rame, hein, quand même. Ça fait beaucoup d'un coup. Par contre, des finales de la Coupe d'Europe, j'en ai fait un paquet. en face de moi. Et donc, si vous voulez, il faut avoir une bonne raison de déranger les gens à cette heure-là, ce jour-là. Et ça veut dire aussi que vous devez réfléchir en termes de modalité, à qu'est-ce qu'ils peuvent faire en autonomie, à quel moment ça vaut le coup de les regrouper, pour faire quoi. Si c'est pas pour qu'ils échangent, à quoi ça sert? Voilà. Et les échanges, ça peut être asynchrone dans un forum, ou ça peut être synchrone. Il ne se dit pas la même chose dans un forum que dans la salle. Qu'est-ce qu'on veut produire comme effet? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme valeur? Ça, c'est des questions dans l'ingénierie, dans la conception, qui sont vraiment importantes. C'est pour ça qu'il y a un métier de e-concepteur qui doit prendre en compte ces éléments-là. Comment je peux augmenter l'efficacité de l'apprentissage? Comment je peux proposer différentes modalités d'accès à la formation aux gens, adapter à leur rythme, à leur manière de faire. Si je fais un exercice et puis ensuite... Par exemple, là, dans le module sur l'école maternelle, les gens pouvaient mettre en œuvre des choses dans leur classe, faire le diagnostic et puis aller voir les ressources après, où ils pouvaient itérer comme ils voulaient, puisqu'elles étaient disponibles. En fait, on leur disait pas, on va d'abord t'apprendre ça, puis ensuite tu vas faire ça. Peu importe, c'était un peu eux de choisir. Par contre, on leur donnait un plan très précis, où on leur disait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, leur stratégie, ils pouvaient la développer comme ils voulaient, mais ils la développaient en connaissance de cause. Ils savaient, ils n'étaient pas surpris, ils savaient... Comment j'intègre les situations de travail dans l'information? Là, il y a un enjeu considérable sur la motivation et sur l'efficacité. Aujourd'hui, on peut faire rendre compte. Je vous disais, hein, les apprentis agriculteurs, hop, ils prennent des photos de leur tracteur, leur machin, ils rendent compte, ça améliore leur niveau, y compris en français. Parce qu'on les motive par rapport à ce qui les intéresse, en fait, et pas par rapport à... Avant, ils faisaient Montaigne ou je sais pas quoi, mais Montaigne, ça leur parle pas forcément, en fait. Par contre, on peut les ramener à Montaigne peut-être après, mais pas d'emblée. Et puis, il y a le développement de l'activité sociale à distance, hein, qui est quelque chose de fondamental, c'est de dire comment je fais pour que les gens, s'ils sont loin, s'ils ne se voient pas tout le temps, comment on fait pour qu'ils aient quand même le sentiment d'être en groupe. Et ça, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot, c'est-à-dire qu'il faut des tuteurs, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper des gens, il faut organiser des activités sociales, donc il faut que les gens aient des activités de groupe à faire. Vous avez vu, hein, dans la classe maternelle, les gens faisaient les diagnostics et ils devaient après aller commenter en fait une situation de classe d'un collègue. En fait. Donc forcément, ça crée des liens, des discussions, et dès que la discussion prend, d'autres gens ont envie de rentrer dedans, et puis ça va commencer à produire. Et c'est bien en produisant quelque chose que les gens apprennent. C'est en verbalisant, en fait, ou en montrant une photo, ou en faisant quelque chose, en fait, qu'ils vont apprendre. Et donc ça, il faut le provoquer. Ça ne peut pas être que des ressources à consulter. Lire, c'est pas une activité pédagogique. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à faire avancer auprès de l'éducation nationale quand on a fait un magistère. Ouais. Ils vont lire les rapports d'inspection générale. Et ça, c'est pas une activité pédagogique. Ah bah si, c'est important qu'ils sachent qu'il y a dedans. Ok, mais c'est pas une activité pédagogique. Déjà, on va peut-être pas leur faire lire tout le document parce que c'est énorme. On va peut-être essayer de choisir les meilleures pages, les meilleurs extraits, et ensuite, on peut leur mettre le document s'ils veulent le lire intégralement en annexe. Et après, la question, c'est qu'est-ce que vous leur demandez de faire par rapport à cette lecture? Parce qu'ils n'ont rien... Enfin, c'est pas en lisant qu'ils vont apprendre quelque chose, en fait. C'est par rapport à ce que vous allez leur dire. Mais qu'est-ce que vous faites de ça? Comment vous, dans votre classe, vous faites ça? C'est ça, en fait, là. Et qu'est-ce que vous proposez comme activité? Qu'est-ce qu'ils produisent, en fait, à partir de ça? Et à chaque fois, on pose cette question-là. Et en fait, là, on a des gens qui savent, en fait. Donc, les gens, ils savent, ils disent, moi, je sais, je vais leur raconter. Ben non, c'est pas ça. Donc, et ça, c'est ce que vous savez faire, vous. C'est ce que les gens qui sont en face de vous, les gens du numérique, on parle d'ubérisation, etc., ne savent pas faire. Parce que c'est pas leur métier. Et puis surtout, ça coûte cher de faire ça.
Et s'intéresser aux gens, ça ne peut pas être industrialisé, si vous voulez. C'est forcément s'intéresser aux gens, chaque cas. Donc c'est des relations humaines, ça ne peut pas être... Donc c'est là qu'est votre valeur, en fait. Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu vous dire ce matin, en fait, par rapport à ces sujets sur l'humain. Vous avez vu que c'est... Il y a un vrai enjeu, en fait, autour du métier, de la manière dont on veut que les choses, en fait, avancent. Vous savez le faire, en réalité. Ce qu'il faut, c'est mettre à sa main un ensemble d'outils, il faut tester, il faut expérimenter. De toute façon, vous n'avez pas de risque. Hein. Les gens disent « mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Parce que c'est quoi le risque en formation? Moi, je forme des pilotes de ligne, s'ils ratent l'atterrissage, là, c'est emmerdant. Mais vous, c'est quoi le risque si vous ratez une séquence? D'ailleurs, qui n'a pas déjà raté une séquence? Donc, et alors, les stagiaires, ça, ils s'en sont remis, ils sont pas traumatisés. Non, genre, on est quand même dans un domaine où on peut essayer des trucs. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. On n'est quand même pas dans un monde hyper risqué, quoi. On est dans un domaine tranquille où on peut même s'autoriser l'innovation ou de tester une idée. Le seul risque qu'on a, c'est que ça ne marche pas. Et le meilleur moyen de pallier ça, c'est de se dire j'ai l'impression, là je ne suis pas très sûr, je prévois un plan B. C'est ce qu'on fait tout le temps, tout ça, on sait le faire, c'est notre métier. Donc osez, hein, allez-y, faites des trucs, essayez. Et surtout, partagez ce que vous faites avec les autres, de manière à ce que chacun ne soit pas obligé de expérimenter la même chose et de faire par exemple les mêmes bêtises. Et puis surtout, dans les trucs, quand ça marche, c'est bien de communiquer, et puis on peut améliorer ce qui marche. Regardez dans Marmiton, hein, ce qui est intéressant. Vous utilisez Marmiton? Vous regardez la recette, mais qu'est-ce que vous regardez surtout? Les commentaires. C'est bon, c'est pas bon. Voilà. Si c'était... Il y a des sites de recettes, hein, mais les sites de recettes, ils ont moins de succès. Parce que la recette, ça vous plaît, mais la recette, vous dites, ah ouais, mais moi j'aime pas cet ingrédient-là. Et là, vous trouvez quelqu'un dans les commentaires qui dit, ah moi j'ai remplacé par ça. Ah, c'est pas bête ça. Et ça vous rend un vrai service, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Et vous, entre vous, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. En fait, il faut parler de ce qui se passe. Alors je sais bien que les formateurs, souvent la salle, c'est un peu la boîte noire. Mais il faut sortir de ça. Le progrès, il est quand même... Et là, quand c'est numérique, c'est plus facile à partager. C'est difficile d'aller raconter ce qu'on fait dans la salle, tout ça, c'est un peu compliqué. Il faut le formaliser, alors que c'est pas le cas. Alors que quand c'est numérique, c'est déjà formalisé, d'une certaine manière. Donc vous avez juste, en fait, à rendre compte et à partager, à dire, tiens, moi j'ai essayé ça. Regardez, je vous ai montré ce truc-là. C'est tout bête, hein. Vous découvrez ça sur Internet, vous essayez dans votre classe, ça marche. Vous dites, ah, j'ai essayé ce truc-là. Vous avez une petite carte, machin, dans une salle, vous laissez traîner. Voilà, un endroit où on communique, vous dites j'ai essayé ça, écoutez c'est gratuit, machin, c'est vachement bien, essayez. Moi j'ai essayé, j'ai fait un quiz comme ci, comme ça, si vous voulez essayer, et puis si vous voulez des explications, contactez-moi, enfin, et puis si chacun fait ça, après les gens ils contribuent, s'ils ont quelque chose d'intéressant, ils vont contribuer. Donc c'est aussi ça le numérique, c'est aussi la possibilité de capitaliser sur les pratiques. Ce qui n'est pas dans la culture de la formation du tout, hein, quand même. Hein, ça, là, on est vraiment super mauvais sur ces aspects-là. Hein. Donc c'est l'occasion de faire un changement chez les formateurs. C'est plus notre sujet de l'après-midi. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions. Ça va? Je ne vous ai pas... Oui, vous êtes resté. Oui, ça aussi, c'est un truc que je n'ai pas dit, mais dans le numérique, en fait... les gens, si ça leur plaît pas, ils ferment tout de suite en fait. Sur les vidéos, hein, YouTube, les statistiques disent qu'il y a un peu moins de 15 secondes. C'est un peu moins de 15 secondes. Donc si les 15 premières secondes ne sont pas concluantes, paf. Et c'est un ordinateur ou c'est le téléphone, les gens ils regardent ça, c'est leur comportement habituel. Ils regardent 15 secondes, ça leur plaît pas, ils sortent en fait. Et quand vous leur balancez un module auto-formatif ou je sais pas quoi, ils utilisent le même clavier, le même écran. Il y a quand même peu de chances qu'ils aient un comportement très différent parce que c'est leur réflexe en fait. Et donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater les 15 premières secondes. Non, mais enfin, ça veut dire que... Vous savez, on a vu, par exemple, sur les grands portails de formation, que les gens qui faisaient une bande-annonce, un teaser de leur formation, ils avaient des taux, des taux qui sont nettement meilleurs. Alors, non seulement des taux de fréquentation, mais des résultats aussi meilleurs.
Parce qu'en fait, il suscite l'intérêt et les gens se disent, tiens, ça valorise l'expérience dans laquelle ils vont rentrer. C'est du marketing, hein, on est d'accord, hein, mais dans le numérique, le marketing et le produit, c'est la même chose. Hein. Donc, il ne faut pas négliger le marketing. Et vous voyez que ça touche. Alors, là, en quelques dizaines de minutes, là, on va faire le tour de toute la question, mais vous voyez que c'est... Enfin, il faut que vous appréhendiez les choses et que vous essayez de réfléchir aussi, individuellement et collectivement, à pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que ça produit, et puis observez, regardez ce que les gens font et inspirez-vous de ce que les gens font. Et vos stagiaires, hein, qu'est-ce qu'ils font avec ces machines-là? Qu'est-ce qu'ils font? Et comment je pourrais utiliser ça? Wikipédia, tout le monde l'utilise. Et pourquoi on ne ferait pas produire un wiki? Je disais tout à l'heure. Ça marche. Hein. Si vous les mettez de l'autre côté, ça marche très bien. Ils sont contents de faire, les gens. Par contre, il faut organiser l'activité. Il faut se dire, qu'est-ce que je vais leur faire? Quel sens ça a? Comment je vais faire que ça prenne? Les forums, les gens disent parfois, ça ne marche pas les forums. Ben, ça ne marche pas s'il n'y a rien à dire dedans. Si on me dit, vous avez un forum, si vous voulez discuter, personne ne va aller discuter un forum, parce qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Donc, par contre, si vous leur dites une activité, vous avez vu l'inspection générale, machin, lisez les 3 extraits et on vous pose des questions précises, répondez aux questions. Ils vont répondre dans un forum, donc les réponses vont devenir publiques et ça va générer une discussion. La formation qu'a suivi Eric, 55 personnes, 3000 posts dans les forums en 6 mois.